les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e numéro des Pieds dans le Patch, le podcast 50% audio, 50% instruments de musique et 100% Arabeca, en partenariat avec Audio Technica. Je suis Grégoire Nachboire alias Red Led et je vous présente mes excuses pour ces 2 semaines de retard. Un méchant virus m'a cloué au lit et j'ai dû me reposer un petit peu avant de rejoindre mes acolytes qui sont présents autour de moi aujourd'hui, à commencer par Esther Lévy alias Benchi Navalon, en direct de Malaga. Hola Esther, donde está el papagayo? Hola, el papagayo está en el árbol como siempre. Ah, si, muy bien. Papayo. Arnaud QF alias Lostenios est aussi là, comme d'habitude. Toi aussi, t'as eu quelques soucis de santé, hein, il me semble. On est vraiment connectés tous les deux, en fait. C'est un peu comme E.T. et Elliot. Bah non, c'est juste qu'on est quadra, quoi, voilà. Enfin, plus moi que toi, mais ouais, voilà. Mais bon, moi, dans pas longtemps. Donc ouais, ça va mieux quand même. Oui, tout va bien. Tout va bien. Et Salman Sali alias Locomotive est aussi présent. C'est notre spécialiste guitare et produit ménager. Et pour les produits ménagers, est-ce que tu nous conseilles l'Ajax? Je l'attendais, voilà. J'ai le droit à chaque podcast, on vanne l'OL. Non monsieur, l'OL, on ne peut pas marcher comme ça sur l'OL. Ah bah si j'en veux, voilà. Et maintenant, qui dit les pieds dans le patch, dit invité. Et notre invité du mois va réjouir les amateurs de guitare car il s'agit de Jacques Carbonneau, le fondateur de laguitare.com, mais pas que, vous le verrez, grand bienfaiteur de la lutherie en France. Comment ça va mon Jaco ? Ça va très bien. Ouais, pardon pour cette familiarité, hein, mais en fait, voilà. Bon, le décor se casse la gueule, c'est pas grave. Donc ouais, pardonnez-moi cette Faut racheter du scotch. Donc pardonnez-moi cette familiarité, mais c'est vrai qu'on se connaît bien, Jacques. On se connaît un peu, ouais. On a vécu quelques aventures ensemble et on racontera ça un peu plus tard dans l'émission. Au sommaire de l'émission, de ce 3e numéro des Pieds dans le Patch, nous allons parloter avec notre invité Jacques Carbonneau, évidemment. Nous allons revenir sur les news les plus marquantes du mois d'avril et un peu du mois de mai, forcément. Avec un petit jeu jette qui va bien. On va envoyer du bois avec le CITES. Il va y avoir un petit carapé là pour se détendre. On va élire la compo du mois avec Salman. Esther, avec sa rubrique Les Pieds dans le studio, va nous parler des studios d'Hérouville. Et enfin, nous allons vous donner nos recommandations extra-musicales pour ne pas mourir audio. Mais, avant toute chose, l'édito de Lostenios. Jingle! Oui, je sais. Cela fait 2 semaines que cette émission aurait dû avoir lieu. Seulement voilà, un ultime décret présidentiel de François Hollande a établi qu'au mois de mai 2017, le 1er et le 3e samedi du mois sera exceptionnellement interverti pour tous les podcasts. Remarquez, nous, ça nous a bien arrangé ce décret. D'abord parce que Redland nous a fait 3 semaines d'une sorte de vicieuse mononucléose. CMV, plus précisément. Voilà. Ensuite, parce que si l'émission était tombée le 6, nous n'aurions pas eu le droit de faire le moindre commentaire sur l'actualité politique. Comment ça, il n'y a pas grand-chose à dire? Ah bah si, tout de même. Voir le nouveau président faire son discours en contre-plongée au cœur d'un symbole de l'ancien régime devant une foule de helpers agitant benoîtement les drapeaux qu'on leur a distribués pour faire festif, ça se commente. Tout comme le choix de la bande-son de tout ça, de la 9e symphonie de Beethoven au premier Gaon Magic System, la question du centrisme musical se pose d'emblée. On s'interrogera enfin sur le choix de notre nouveau ministre de la Culture, une éditrice sur laquelle on ne comptera probablement pas pour faire évoluer les lois sur la propriété intellectuelle. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que Jacques Carbonneau est reconduit dans ses fonctions de médiateur entre le monde de la lutherie et le monde tout court. Et c'est pas dommage, car à l'heure où le CITES remet pas mal de pendules à l'heure dans l'import-export de bois, à l'heure où le plus petit artisan se doit d'exister dans le grand bordel du commerce international, on n'a pas trop d'un Jacques Carbonneau pour y arriver. Bienvenue donc à Jacques autour de cette table, dont je précise que... Ah, attendez... Je me suis trompé de feuille. dont je précise que le bois provient d'un grand magasin suédois, sans qu'on ait beaucoup plus d'informations là-dessus. Bleu et jaune, c'est ça? Ouais, voilà. Donc voilà.
Bon alors, t'es fier de lui ou pas, d'Arnaud? Parce que tu le connais depuis tout petit finalement. Ouais, je suis toujours fier de lui. Je suis fan. Depuis tout petit, c'est beaucoup dire, mais Ouais, ça fait un paquet de temps. Ouais. Un petit tout petit dans Audiofanzine, t'étais tout petit. Oui, quand je t'ai connu. voilà, ouais, c'est vrai. Bon allez. Donc, non, super content. Super, bon allez, on va te cuisiner un peu. On va poser toutes les questions, grand-père. Qui êtes-vous? Vous. Donc, pas moi, vous. Oui, je suis vous. Bon, contentez-vous de répondre, d'accord? Qui êtes-vous? J'ai répondu à la question. Alors grand-père, c'est pas pour toi personnellement, Non, pas c'est encore. notre Non. truc général, hein, le prends Voilà. pas pour toi. Ouais, la première question qui me vient comme ça, c'est quoi ton shampoing quoi? Direct, les gars. Oh, l'émission vieux con aujourd'hui, c'est terrible. Bon, alors il faut dire, voilà. Histoire que je l'achète pas quoi. Non, mais disons aux gens Ah, qui je suis le écoutent ça. seul chauve ici. Ah non, Salman, vas-y, c'est quoi la casquette Pour sous la l'instant, casquette Ah non, c'est le plus chevelu ça. Ah man. merde. Pour l'instant, ça va. Ouais, d'accord. Bah, c'est ok. plus jeune aussi. Ouais, voilà. Donc, Alors, pas de shampoing, pas de shampoing. Non, bah attends, avant de Ah. parler de CITES, avant de parler de la guitare.com et tout ça, qu'est-ce qui t'a amené à jouer de la guitare déjà, premièrement? Qu'est-ce qui m'a C'est amené ça la à base jouer de la tout, de toute ta guitare carrière finalement. Bah, Crosby, Stills, Nash Young, Ouais. Neil d'accord. Young, Stephen Stills aussi à l'époque où il savait encore jouer de la guitare. Wow. Ce n'est Ça plus vraiment balance. le cas. Ah non, c'est fini depuis pas mal d'années quand même. ouais. Voilà. Donc là, voilà, c'est eux qui m'ont donné vraiment le goût de la guitare folk, ce son, Ouais. et puis ces voix aussi de Crosby, Stills and Nash. Ouais. Donc c'est Martine surtout. Allez, Ouais. on va directement Ouais, le non, dire. non, carrément, c'est le son Martine. C'est le Ouais. son Martine et j'en ai une. J'en ai D'accord. acheté une en 2008 à Ouais. Montréal. À Montréal. Ouais, ouais. Oh. Comment ça se la pète? Et du coup, bah, t'en es venu comment pour créer la guitare.com? Il me semble que t'étais un petit peu ingénieur informaticien, un peu. Voilà, Là-dedans. j'avais un vrai travail. Ouais. J'étais salarié, j'avais en plus une bonne carrière qui se dressait devant moi. Ouais. Et le jour où mon père est décédé, il m'a laissé quelques sous et j'ai voulu en profiter pour acheter une belle guitare. Ouais. Et j'ai fait tous les magasins de la rue d'Eau à l'époque, donc c'était en 80. Voilà, ça fait attention les jeunes, vous étiez très jeunes. En 96, 17, Ouais. et j'ai fait tous les magasins. Et il me manquait quelque chose. J'avais tout essayé, Guy, Ouais. Martin, Taylor, machin, tout. Et là, t'as Et- une petite voix qui t'a fait luthier. Ben, c'est pas une petite voix, c'est le vendeur à l'époque. Il me dit bah tu sais, il y a un bouquin qui vient de sortir, il s'appelle Luthier Guitare dans France, va Ouais. voir chez Oscar Music. J'y vais et là je découvre un univers que je connaissais pas. Ouais. Je savais qu'il y avait quelques luthiers, mais pas autant. Et j'en vois, donc j'en cherche un sur Paris et je tombe sur Alain Keguiner. Et quand je vois la liste des musiciens pour qui il faisait des instruments, je me suis dit je vais pas l'appeler. Ouais. Et c'est ma femme de l'époque avec qui j'ai fait la guitare.com qui me dit mais vas-y ose. Et là je suis tombé donc sur un mec très charmant. Et c'est quand je suis sorti de son atelier que j'ai eu l'idée, en fait, de faire un site internet sur lui, sur sa fabrication, sur Ouais. les fabrications de guitare, en montrant toutes les étapes de la guitare. Et donc voilà, on a commencé par ça, par faire des sites de luthier. Et après, la guitare.com est venue tout Ouais. naturellement. Ah, mais c'est pour ça que ça s'appelle la guitare. Voilà, non, c'est parce que non, c'est encore plus con, parce que guitare était déjà pris Oui, et oui, par Guitar Gamme, qui est un magasin de Ouais. musique. Ouais. Ouais, donc bon, après la guitare.com, t'as collaboré avec pas mal de gens, dont nous. Et je pense que Exactement. les gens qui nous écoutent et qui connaissent Audiofanzine depuis longtemps doivent se dire, mais cette voix, elle me dit quelque chose. Voilà. Parce que, bah, pour tout vous dire, Jacques, en fait, a été monsieur vidéo pendant quelques années sur Audiofanzine. Ouais. Et donc, bah, tu posais ta voix sur les vidéos et tout ça. Donc, Ouais, je posais pas simplement ma voix, c'est-à-dire que Oui, j'apprenais tu faisais un tout, nou- en fait, Ouais, de A à Z. j'apprenais un nouveau métier et c'était très difficile sur Audiofanzine d'ailleurs parce que je me suis fait descendre comme un malade sur les sur forums. Audiofanzine, c'est normal. Elle est où la BDB? Moi je savais même pas ce que c'était, tu sais, la balance des blancs bien sûr. Ouais. Et là j'en ai pris plein la gueule, mais j'ai appris. J'ai appris et c'est vrai qu'avec vous sur le terrain, voilà, bah, petit à petit j'ai réussi à faire des On a vidéos, fait on des va dire, un peu salons, correctes. on a fait Ouais. des visites d'usines, Des tous les visites d'usine, deux. Fender, à Shanghai, Warwick, Shanghai, SE électronique. ouais, TC électronique. SE. Fender, quand on a vu Ouais. tous ces Mexicains avec leur green card qui ponçaient sans masque de protection dans les Exactement. usines ouais. Fender, c'était Et dont des- c'était voilà. émouvant. Ouais. Ouais. Donc ça, c'était quoi? Ça devait être en 2009, 2010, c'est ça? Ouais. À peu près. Et donc après ça, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, Bah parce que alors après ça, t'as décidé de nous quitter comme ça. Et puis, non, c'est pas ça, mais après j'ai essayé de réfléchir un peu sur l'avenir de la guitare et pas que de la lutherie. Ouais. Et je me suis dit qu'effectivement en France on n'avait aucune unité de production industrielle qui était capable de faire du moyen de gamme et de l'entrée de gamme et que tout était axé sur le haut de gamme et on a très peu de marques françaises. Donc et j'ai commencé à écrire un projet là-dessus que j'ai présenté au Pays de la Loire à l'ITEM à l'époque qui avait été assez bien apprécié, sauf que le directeur de l'ITEM de l'époque est parti, donc le projet n'a pas eu lieu. Mais en tout cas, j'avais réussi déjà à faire des conférences au GIFIS de l'ITEM. Ouais. GIFIS, c'est les journées de formation
instrumentale et scientifique. Et voilà, donc, et du coup, donc, j'avais écrit un projet qui est tombé un peu à l'eau parce que les partenaires n'étaient plus là. Et j'ai continué quand même à soutenir la lutherie en créant... Ton leitmotiv, c'est vraiment soutenir les luthiers, ces petits artisans ou grands artisans. Voilà. Et donc, quand le salon de Montréal, qui a duré quand même 6 ans, et qui était le premier salon de lutherie au monde, quand il a terminé, donc il a fait sa dernière édition en 2012, les luthiers se sont réunis, je me rappelle, sur le toit de l'Hyatt, là, qui était l'hôtel où se passait le salon. Et donc là, c'était des luthiers européens et qui voulaient créer une association pour faire un salon de lutherie en Europe. Et là, tu as dit I'm in. Yes, donc j'ai dit I'm in, et puis du coup, donc on a créé une première association, donc je suis membre fondateur de l'EGB, donc European Guitar Builders, avec Fred Kopo aussi en secrétaire, donc qui est maintenant président aussi de la PLG, et avec des luthiers finlandais, allemands, autrichiens, etc. Et depuis, cette association a créé un salon qui est devenu le premier salon au monde. D'accord. Donc tant au niveau visiteur, tant au niveau capacité d'avoir des journalistes internationaux sur le salon, et surtout capacité de vente. Donc voilà, donc là c'est la 3e, 4e édition, ça marche du feu de Dieu. Et après, même pas un an après, on a créé la PLG, l'association professionnelle des luthiers en guitare, où maintenant je suis vice-président de cette association. Et maintenant, depuis 2 ans, cette association est aussi membre de la CSFI, donc Chambre syndicale de la facture instrumentale, dont je suis maintenant consultant. Donc voilà, je suis sorti un peu du monde de la guitare pour m'intéresser à toutes les problématiques de tous les fabricants d'instruments, mais aussi de la pratique instrumentale. D'accord. Alors, c'est rigolo parce que tel que sont présentées les choses par Jacques, avec tous ces logos, tous ces acronymes et tout, ça donne un côté très, très formel à tout ça. On s'imagine qu'il touche des millions de dollars pour vendre des milliards de choses. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à travers les années, moi j'ai toujours vu Jacques surtout aider au quotidien les luthiers, se démerder pour qu'ils puissent avoir un petit stand dans tel salon, qui fasse connaître leurs activités, faire un petit reportage sur eux et se faire payer comme un médecin de campagne. Vous savez, dans la petite maison à la prairie, le docteur Baker, on le paye en tarte aux pommes. Et bon, Jacques, parfois il se faisait payer, bon c'est genre, bon ça fait quand même 3 ans que tu m'aides dans ma com, donc si tu veux je peux te faire une guitare. Et donc souvent c'était... Non, j'ai pas eu de guitare, mais... j'ai pas eu de deal là. Si, il y a guide, c'est Boucher. Ouais, les guitares Boucher qui m'ont remercié parce que j'avais fait une grosse com sur Audio Fanzine, avec cette vidéo, avec l'accent. Mais du coup, voilà, Jacques, c'est un mec qui sait toujours quoi faire pour les luthiers et pour la guitare, qui a toujours plein d'idées, mais qui sait jamais comment il va payer son loyer à la fin du mois, ce qui est assez drôle. Mais il y a un point commun entre toutes tes démarches, c'est qu'à chaque fois, tu crées une structure, que ce soit un site, que ce soit la PLG, etc. Est-ce que parce que ça n'existe tout simplement pas à l'origine, tu ne peux pas rejoindre quelque chose qui est déjà créé, il y a un besoin, c'est ça ? Voilà, il y avait eu des tentatives. Il y avait eu des tentatives à laquelle j'avais participé aussi au tout début de la guitare.com, c'était Label Guitare. Mais voilà, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques années. On avait réussi quand même avec cette association à créer un beau stand à Music Mania, à l'époque de Musicora et Music Mania, quand il y avait vraiment un gros salon de la guitare. Mais voilà, c'était tout. Donc là, l'objectif de la PLG, c'est vraiment de fédérer, de proposer des formations précises et spécifiques aux luthiers, de porter des projets, donc là on en parlera justement sur les bois, de communiquer, de fédérer aussi, entre autres associations, c'est-à-dire aller chercher aussi avec EGB, d'essayer de porter des projets européens mais aussi internationaux. Et justement, dans cette approche européenne ou internationale, tu as pu comparer avec d'autres pays. Est-ce que la France a une particularité justement dans ce manque de structure, la difficulté de s'organiser ? C'est spécifique à la France ou est-ce que c'est globalement dans beaucoup de pays que l'on retrouve ça ? Si on parle de la lutherie, là c'est compliqué, c'est-à-dire que nous on a un système de diplôme qui essaye d'être mis en place depuis des années par l'ITEM, mais le problème c'est que déjà au départ, ces formations n'étaient pas très appréciées en résultat par les luthiers qui recevaient les apprentis. Donc il y avait effectivement un déphasage entre ce que demandait un luthier et ce que proposait le diplôme, qui était quand même assez basique. Maintenant, ils ont bien travaillé quand même. Ils proposent non seulement un CAP que pour la réparation,
mais aussi un BMA qui là commence à initier à la fabrication. Et là, ils sont en cours pour voir un DMA. Donc ça s'est un peu structuré, mais le problème, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 99, quand je suis arrivé sur le monde de la lutherie, il devait y avoir une centaine de luthiers. Là, ça a explosé avec l'auto-entrepreneuriat. Ouais, voilà, il y en a de plus en plus sur le marché. Il y a même des luthiers qui forment aussi d'autres luthiers, alors que le marché n'est pas prêt. Donc voilà, ce système et puis n'importe qui peut s'installer en tant que luthier. Alors qu'en Allemagne, justement, c'est pas un problème ça, parce que le réservoir d'acheteurs, il augmente pas quand même. Complètement. Et puis en plus, il y a la concurrence des grandes marques qui se sont mis sur le custom shop, sur le build to order, etc. Parce que j'imagine du coup qu'il y a plein de mecs qui se mettent luthiers, qui s'improvisent ou qui deviennent luthiers comme ça indépendants, et puis qui du coup n'en vivent pas. N'en vivent pas. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura toujours du boulot pour les luthiers en réparation. Ouais. Oui, parce qu'il y a quand même un gros marché de la guitare en France, même s'il a tendance un peu à baisser ces dernières années, mais on ose espérer qu'il va remonter. Donc il y a toujours du boulot. Même si ce ne sont pas des marques françaises qui sont achetées, ces guitares-là, quand il faut les faire réparer ou entretenir, ce sont les luthiers qui peuvent le faire. Ouais. Très bien. Bon, écoute, Esther. Oui, mais avec toutes ces activités-là, est-ce que tu as encore le temps de jouer? Oui, je joue pratiquement tous les soirs et c'est devenu une hygiène de vie. C'est que la guitare, il ne faut pas que je la laisse de côté et qu'elle me dégoûte. Bien au contraire, tous les soirs, je me sers mon petit verre de vin et ma guitare et puis le reste. Bon, avec les belles guitares que tu as, quand même, ça serait dommage. J'en ai que 2 maintenant. Ouais, elles sont belles. Ah oui, ça, elles sont belles. Bon, écoute, on va revenir tout à l'heure sur le CITES et puis on va passer tout de suite aux news. Bon alors Esther, la fin du MP3, mais c'est quoi cette affaire quoi? C'est quoi ce délire? C'est pas la fin du MP3. Oh là là, tout le monde s'est emballé en disant ça y est, le MP3 est mort, c'est terminé. Bon, on aimerait bien que le MP3 soit mort. Vraiment. Mais c'est pas tout à fait ce qu'a annoncé l'Institut Fraunhofer. Alors, on rappelle un Fraunhofer IIS, les Allemands qui sont à l'origine du format, du codec audio MP3 compressé que tout le monde utilise à outrance depuis les années 80. Les licences maintenant sont comment on peut dire dans le domaine public, non, c'est ça? Ouais, elles tombent dans le domaine public. Ouais, alors je crois que le truc c'est que c'est pas encore décidé. Je suis renseigné. En fait, il faut qu'ils décident entre gratuit et open source, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Donc voilà. En gros, ça sera soit gratuit, soit open source, il me semble. Tout ce qu'on sait, c'est que de toute façon, le programme de licence donc pour les logiciels et les brevets qui étaient proposés en partenariat avec Technicolor, ce programme de licence est abandonné. Ça, c'est une certitude, donc ce ne sera plus, on n'aura plus besoin de s'adresser à l'IS, à Technicolor, pour pouvoir utiliser le codec MP3. Ça, c'est la seule chose qu'on sait. Ça veut dire que Pro Tools va enfin fournir l'export MP3 en standard. Bah oui, maintenant que c'est gratuit. Au lieu de demander aux gens qui ont payé 10 000 balles leur Pro Tools HD AX mon cul, de payer 70 € de plus. Ouais, mais ce sera juste pour du 128 kbps, de toute façon. C'est pas grave. Exactement. Alors pourquoi ils font ça en fait? Parce qu'ils se rendent compte que le système d'utilisation du MP3 tombe un peu en désuétude avec les nouveaux formats, dont le format AC dont Fraunhofer est aussi responsable, enfin co-responsable puisqu'il a participé au développement. Voilà, tous ces formats compressés mais de meilleure qualité sont en train d'être utilisés par iTunes notamment. iTunes, c'est iTunes, depuis longtemps. Même en télé, même en broadcast. Voilà, donc en fait ils se disent que il est un peu temps d'abandonner ce codec-là et puis de passer à quelque chose d'un peu mieux, quoi. Alors, en tout cas, comme je le disais dans les forums, bientôt on va regraver des vinyles à partir de MP3 pour avoir le son vintage des années 90. ce bon vieux glitch qu'on avait quand on téléchargeait des trucs sur Napster. Ouais. Bon, et qu'est devenu le format, je sais pas si vous avez suivi cette affaire de Neil Young justement qui avait ils sont Pono, je sais pas quoi. Pono, ouais. Je crois que c'est un flop complet. Ça a fait chou blanc, son histoire. En même temps, c'était couru d'avance. Puis bon, un vieillard de 80 ans qui te vend un truc. Ouais, ça sonne super bien, mec, je t'assure. Bah ouais, mais t'entends plus rien, comment tu sais? Surtout qu'il était déjà vieux quand il était jeune, Neil Young. Oui, en plus. Bah oui, old man, oui. Bon, Salman, la T-Rex Replicator Junior, c'est quoi? Une bande de pédales ou une pédale à bande? Ah, le jeu de mots. Écoute, c'est en fait... on l'entend?
Ouais, c'est un délai, c'est un écho, le T-Rex Replicator Junior. En fait, c'est une nouvelle version plus compacte donc du précédent modèle de T-Rex. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est que c'est une pédale avec une véritable bande magnétique dedans. Donc un délai purement mécanique. En plus, la machine propose un tap tempo, il y a les têtes de lecture. On est vraiment dans un esprit purement vintage pour la guitare. Alors cette version junior, elle diffère un petit peu parce que voilà, il y a moins de réglages, il y a une tête de lecture au lieu de 2. C'est évidemment un format plus compact, plus petit. On le met dans un pedalboard. Vous voyez des petits sons comme ça, on voit vraiment l'aspect cassette, vous voyez, l'aspect de la bande. Ouais. Ah oui, après le MP3, la cassette. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ils vont le sortir Bienvenue en 2017, tout le monde. Ils vont le sortir le délai MP3. En tout cas, l'intérêt de cette version, c'est qu'hormis évidemment, elle est plus petite, on peut plus facilement la mettre sur un pedalboard, mais surtout c'est moins cher parce que voilà, un effet vintage, ça a un prix. L'original était à 849 €. 849 € pour le délai. Là, on est à combien? Là, on passe à 599. Il y a quand même 250 € de différence. Ouais, c'est pas rien. Bon, ils ont changé des trucs dedans Comme je te le disais, on a une tête de lecture en moins, on a quelques réglages en moins, mais la technologie reste la même. On a le grain analogique typique qu'on recherche avec ce type d'effet. D'accord. Voilà, vraiment à réserver aux amateurs fortunés, mais un bien bel effet. Ok. Arnaud, toi, tu veux nous parler de Reason 9.5. Alors on se dit 9.5, c'est une petite mise à jour, mais en fait, il y a un truc énorme. Vas-y, musique. Voilà. This is the reason of the night. C'est nul. Je l'ai préparé. Je décline toute responsabilité. Non, en fait, la grande nouveauté, c'est que presque 17 ans après sa première version, déjà ça nous manquait dans Reason 1, Reason est enfin compatible VST. Donc les mecs, faut savoir, c'est des gros rapides quand même. Il aura fallu 8 ans pour nous proposer l'enregistrement audio dans le soft. Et ça aura pris le double pour la compatibilité VST. Donc je pense qu'on peut tabler sur un éditeur de partition aux alentours de 2025. Une interface responsive design aux alentours de 2032. Voilà, bon, la roadmap c'est à peu près ça. Reste juste à espérer que tout le monde soit pas passé sur FL Studio pendant tout ce temps. Blague à part, c'est un peu le problème avec Propellerhead, c'est que ça fait très longtemps, je crois, depuis Reason 2, je crois, qu'on leur demande en fait la compatibilité VST. Ils nous disaient oui, mais ce sera moins stable, ce sera moins performant, et puis c'est pas bien. Ils ont essayé de faire leur truc rack extension pour compenser ça. Ils ont été suivis par certains éditeurs. N'empêche que peut-être l'instrument VST le plus important à l'heure actuelle du marché, qui s'appelle Contact, qui permet d'avoir accès à plein d'autres instruments virtuels, ils sont pas compatibles avec. Donc à un moment, enfin ils accèdent à la demande des utilisateurs. La question c'est, est-ce que c'est pas un peu tard? Je connais beaucoup de gens qui, à cause de ça, ont quitté Reason parce que ça n'évoluait pas. C'est déjà parti loin. Voilà, donc plutôt une bonne nouvelle, hein, c'est bien qu'il l'ait fait, mais c'est un peu tard les gars. Ouais, effectivement. Esther, tu voulais nous parler du Polyem de Xils Lab. C'est ça, une modélisation du Polymoog. Oui, Oh, c'est beau. Et c'est français. Ah, monsieur. Cocorico. Oui, alors en fait... alors, c'est pas fait, hein. Pour l'instant, on a une petite vidéo que je vous invite à voir, d'ailleurs, parce que on voit bien l'interface de donc cette modélisation qui fait suite au Polycobol, sur lequel Xils a travaillé pendant pas mal d'années, parce qu'il y a 3 versions aujourd'hui. Donc du Polymoog, du beau Polymoog d'ailleurs, parce que l'interface est vraiment très jolie. Alors, le panneau de commande, lui, s'organise sur 2 étages, contrairement à l'original. Pourquoi? Déjà parce que c'est un peu plus clair, ça va être un peu plus simple à gérer, c'est plus les sections sont plus larges. Il y a aussi des nouvelles sections, notamment un VCF polyphonique et l'enveloppe de filtre polyphonique. Mais bon, de ce qu'on entend, ça a l'air très joli. Si le son de la vidéo que vous entendez est bien fait, sans aucun trucage, j'espère qu'il n'y a pas des vrais morceaux de Polymoog dedans. Ça a l'air vraiment joli, vraiment sympa, et on a hâte, mais vraiment hâte de mettre la main dessus. Moi j'avoue que entre les exemples audio, Esther qui dit des specs techniques avec sa belle voix suave, j'ai la demi-molle, hein, perso. Ouais, mais moi je trouve un peu regrettable quand même, c'est qu'on voit 4 mecs barbus presque, et
justement la seule voix féminine. Et c'est le concept de Charlie et des drôles de dames, mais revisité c'est Charlotte et les trois drôles de mecs. Voilà. On ne la verra jamais. Bon, alors une petite chose, juste une petite précision. Xils a annoncé qu'il n'y aurait pas de support pour les écrans haute résolution, donc notamment les Retina dans la première version, mais ça va arriver dans une future version. Parce que les écrans Retina, ça existe un petit peu depuis 5 ans quand même. Ouais. Oui. Salman, toi tu voulais nous parler du retour du best-seller de TC Electronic, mais d'abord un petit peu de Tool. Tu vois, à chaque fois que j'écoute une vidéo ici, je suis constant de retrouver mon Tool. Donc Tool, c'est le monsieur TC Electronic qui fait toutes les vidéos de TC. Vous le voyez forcément. Et c'est un grand gaillard au chevron et sincèrement il est impressionnant en vrai. Je te l'ai montré là. Il fait plus de 2 mètres ce gars-là, c'est une armoire à Galas, il est très gentil. C'est Thor quoi. C'est Thor, ouais c'est ça. Mais je crois que ça se prononce plus Tour. Voilà. Fais voir comment tu le Tour. Donc ouais. Tour. C'est bien, c'est bien. Donc oui. Le retour du best-seller, c'est quoi ? Eh ben c'est le Polytune évidemment, l'accordeur. Vous avez, franchement, est-ce qu'il y a une seule personne sur cette planète, un seul guitariste qui n'a jamais eu un Polytune sous le pied ? Je ne pense pas. Bah si, il y a ceux qui ont la Boss, c'est quoi la TU2 ou TU3 ? Ouais, ils ont pas d'âme. Je pense sincèrement que les mecs qui font du punk, ils s'en foutent un peu. Non, tout ça pour dire que évidemment le Polytune c'est un grand classique des pédales pour s'accorder. Alors là c'est une nouvelle version. Là évidemment la recette ne change pas radicalement. On reste sur un accordeur format pédale, mais cette fois-ci, eh bien le Polytune 3 il intègre un buffer. Alors vous saviez, TC Electronic il proposait déjà depuis quelques temps le Bonafide, donc qui est justement une pédale spécialisée avec un buffer comme ça. Le buffer, pour rappeler rapidement, c'est quand on utilise des câbles très longs, beaucoup de pédales, il peut y avoir une petite perte de signal. Le buffer, en gros, c'est un peu l'inverse du true bypass. Il préserve pas purement le signal, mais il permet, de garder les qualités du signal si on en perd un peu. Pour faire simple. C'est un relais, quoi, en gros. Une sorte de relais. Exactement. Et en l'occurrence, eh bien, ils ont intégré le buffer du Bonafide dans le Polytune. Donc maintenant, on pourra utiliser ça en true bypass ou alors modifier le mode et ça fera aussi office de buffer au lieu d'acheter à côté un buffer. Dans la prochaine version, elle sert plus à rien, quoi. Exactement. Voilà. Dans la prochaine version, il va rajouter une reverb, un overdrive, ça prise en accordeur et un tool. Autre nouveauté quand même, on a alors une petite feature sympa, l'intensité du rétroéclairage qui s'adapte automatiquement à la lumière ambiante. C'est-à-dire que plus vous êtes dans un environnement lumineux, plus l'écran va être lumineux lui-même, etc. de façon à ce que ça soit toujours visible. C'est pas grand-chose, mais ça apporte un petit confort. L'accordeur, on l'utilise tous les jours, c'est utile. Dernière nouveauté, un petit mode, ils ont appelé ça Always On. En fait, on peut garder l'accordeur allumé. Le switch ensuite, c'est uniquement pour couper ou non le signal de sa guitare. Mais dans les deux cas, l'accordeur est allumé, on peut s'accorder à tout moment. C'est pratique pour utiliser ça comme un switch mute. Voilà, petit à petit, le Polytune, il évolue, on a des petites features en plus, c'est intéressant, on a un accordeur, ça prend qu'une seule place sur le pédalboard. Oui, et puis dans 3 mois ils vont le sortir en noir, donc et puis après il y aura la version mini, puis après la version à clip. Voilà. Bon. Et le prix est le même ou pas ? 99€. Donc ça n'a pas changé a priori. Alors le seul truc qui me peine avec ce Polytune, qui est vraiment un produit d'enfer, c'est de se dire quand même que TC Electronic, qui est une grande marque de son, qui a fait des super algos, leur produit leur plus connu pour guitare, c'est un produit qui fait aucun son, quoi. mais par contre il y avait quand même de la techno à l'époque. Je me souviens qu'on était bluffés quand c'est sorti, on était là, toutes les cordes en même temps. Incroyable, parce que en fait c'était ça, pour rappeler les personnes qui connaissent pas, c'était un accordeur qui permet d'accorder toutes les cordes en même temps. Bah moi j'en ai un et j'en suis super content. C'est vraiment. Après, il faut juste avoir 6 bras, quoi, si tu veux accorder toutes les cordes en même temps. Mais bon. Après, ça, c'est un autre détail. Alors, question, est-ce qu'ils vont intégrer le buffer dans l'appli ? Et alors, je sais pas du tout. Pourquoi pas ? Mais comment tu veux ? A priori, c'est pas possible, logiciellement. Comment tu veux intégrer ça ? Je pense que c'est une vanne, hein, Esther ? C'est une vanne. Bon, ouais. Arnaud, toi, tu voulais nous parler de Sonar sur Mac. Et c'est quoi ? C'est le début de la fin, c'est ça ? Ouais, voilà. Comme vous l'entendez, Sonar sombre dans les abysses sur Mac. C'est-à-dire qu'à la fois, il vient de sortir en bêta version, enfin, Cakewalk nous avait annoncé le portage de la Stan du séquenceur Sonar sous plateforme Apple. Ils ont sorti la bêta, assorti d'un communiqué disant bon bah voilà ce qu'on a fait. Et puis en fait, on va pas en faire plus, on arrête. Mais c'est quand même dingue, tu te rends compte l'argent jeté par les fenêtres, quoi, de développer une version et puis avant même qu'elle sorte, de dire bon bah tant pis. Ouais, mais je pense que voilà, ils ont économisé de l'argent en n'allant pas plus loin. C'est-à-dire, bien sûr. Je sais qu'Esther elle pensait que peut-être il pourra reprendre le projet
projet, changer leur fusil d'épaule plus tard. Là, pour l'instant, ils le livrent en l'état. Bon, je crois que ça marche pas super bien. Et moi, je pense surtout que parce qu'ils disent, on veut se recentrer sur la plateforme PC. On a plein de projets super ambitieux. Moi, je crois surtout qu'ils se sont dit, attendez, on va essayer de vendre un truc face à Apple Logic qui est à 200 balles. C'est le premier truc que tu vois quand tu lances l'App Store. Ouais, voilà, qui est 2 fois moins cher, qui a la promo d'Apple au cul, avec GarageBand qui est gratuit. Enfin, mission impossible. En sachant qu'en plus, en phase 2, ils auraient certains logiciels, comme Studio One ou Reaper, mais surtout comme Cubase et Pro Tools, qui existent depuis longtemps sur Mac, qui sont bien implantés. Oui, ça semblait un peu débile en termes de stratégie. Le truc, c'est que le développement, ils l'ont pas commencé il y a 10 ans non plus. Je veux dire, Logic sur Mac à 200 balles, ça fait quand même quelques années qu'il est à ce prix-là. Bah, tu vois, je veux dire, il y a un moment où ils ont commencé, je pense, le développement, Logic était déjà à 200 balles. C'est pas un développement, en fait. Hein. Ils ont bossé. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir quelle est l'implication réelle des équipes de Cakewalk dans le projet, parce que ils ont bossé avec une autre boîte qui, en fait, grosso modo, a fait une traduction de Sonar Windows sous Mac. C'est-à-dire que c'est pas un développement from scratch, c'est une adaptation, c'est un portage qui n'a même pas été fait par eux-mêmes directement. Oui, ils ont bossé avec quelqu'un d'autre. Ils l'encapsulent dans une sorte de wrapper, c'est ça, non? Je sais pas exactement comment c'est fichu, mais en tout cas, c'est eux, ils parlent d'une traduction de la version Windows sous Mac. Finalement, c'est peut-être pas une grosse perte. Ouais. Parce que franchement, bosser sur une stan comme ça, qui est... C'est quoi, c'est une virtual machine, c'est quoi? C'est toujours décevant, hein, mais bon, en tout cas, Samplitude, c'est pareil, ça avait été annoncé sur Mac, Magic, ça dit bah non, finalement, on passe. Là, c'est pareil pour Sonar, et je comprends. Et de toute façon, c'est très dur de passer de l'autre côté quand on ne l'a pas prévu à la base. Hein. On a vu, comment ça s'appelle, Digital Performer qui essaye de s'installer sur PC. Bon, tout le monde s'en branle, hein, faut dire. Enfin, que tu diras, même sur Mac, en tout le même monde temps s'en branle. sur Mac aussi. Donc, bon, bref. Écoute, moi je voulais terminer par une petite news qui vient de sortir, une news Universal Audio, qui a sorti le fameux plugin Autotune pour ses UAD, donc ses Apollo et toute sa plateforme UAD, quoi. Et tiens, j'ai un petit son. C'est leur vidéo. Donc voilà, donc en fait, ils profitent de la latence très basse des Apollo, qui sont donc des interfaces Thunderbolt, pour affubler leur plugin du suffixe real time, donc temps réel. Donc ouais, en fait, on nous promet un traitement en temps réel, ce qui peut être utile pour le live ou tout simplement pour traiter à la prise. Ouais, il y a deux petites choses quand même que j'ai remarqué, c'est que sur l'interface, les paramètres permettant de gérer les formats sont pas là. Donc, tu vois, j'ai comparé, hein, tout simplement. J'ai pas essayé le plugin encore, j'ai pas encore eu le temps, mais effectivement, il y a des paramètres en moins par rapport à la version native de la version 8, quoi, tout simplement. Donc il y a ça, donc ça me paraît un petit peu étrange quand même, mais ça peut être expliqué par le fait qu'il y a une différence de prix. Pour une fois, la version UAD est moins chère. Elle est à 250 balles, alors que la version native est à 400. Donc je sais pas si c'est ça, mais effectivement a priori à confirmer, mais il y a pas les formants. Et puis aussi la question que je me demande, c'est reste à voir les temps de latence par rapport à la version live de l'éditeur, parce qu'ils ont aussi une version live et la version 8 qui a un mode ultra low latency qui vendent aussi. Donc voilà, le mode ultra low latency avec une bonne interface audio Thunderbolt, à voir ce que ça donne, en tout cas à tester, quoi. Ouais. Donc voilà pour les news. On va faire c'est le temps du j'achète je jette. Voilà. Avec la petite musique. Alors la j'achète je jette, donc je vous dis des noms de produits qui sont sortis il y a pas longtemps. Ouais. Et vous me dites si vous achetez ou vous jetez. Donc TC Electronics sort le Mimic Mini, donc c'est une version mini du doubleur de TC qu'on a testé. Ouais. Salman, tu veux vraiment savoir ce que j'aurais ? Ouais, vas-y. Je le jette directement. Et pour une seule et unique raison, c'est que jusque-là, il y avait des sorties stéréo, entrée-sortie stéréo sur le Mimic. Ah ouais, c'est que mono là ? Et oui, c'est que mono. Ah ouais, d'accord. Si vous avez lu notre test, vous verrez qu'il n'y a aucun intérêt au mono sur le Mimic original. Et là, il n'y a que le mono justement. Il n'y a plus aucun intérêt. Parce que c'est vrai que la version, en tout cas en mono, ça marchait pas du tout. En tout cas, on avait l'espèce de chorus, le son était sans ampleur. J'avoue, Salman, tu m'as convaincu. Je jette. Je jette. Ah bah moi je le connais pas, je jette parce que. Non, parce qu'on sait jamais. Hein. Faut pas parler au pédale que tu connais pas. Alors, Audiobus en version 3, donc c'est l'outil indispensable pour faire de la ZIC sur iOS, Arnaud.
Oui, j'achète, ouais. C'est J'achète, vraiment, pourquoi pas. Même si, très sincèrement, j'ai un iPad et ça m'a toujours, finalement, je me rends compte que j'ai acheté plein d'applis pour faire de la musique et que j'en fais jamais avec. je fais Mumus 10 minutes et puis ça me saoule. Au bout d'un moment, je retourne soit sur mon ordinateur, soit un instrument. Mais c'est vrai que je suis un peu comme toi. Après, c'est vrai qu'Audiobus, c'est vraiment le logiciel indispensable dès que tu veux en fait utiliser plusieurs applis ensemble. Sur un iPad ou sur un iPhone, en fait, ça fait toutes les interconnexions en fait entre les applis. Donc c'est juste essentiel dès que tu veux faire un petit truc un peu sérieux. C'est cool. Hein. Donc, voilà. La V3, elle intègre les audio units, le MIDI, super. Alors le seul truc quand même, ce qui est quand même un peu dommage, c'est qu'il faille repasser à la caisse. Ça aurait été sympa que l'équipe d'Audiobus fasse, je sais pas, une update pas trop chère pour ceux qui avaient la V2. Ouais, mais ça en fait c'est pas possible sur le store. Et oui, ça c'est ça le problème. Merci Apple. Store. Donc ça c'est un peu carton rouge Apple. Bon, Isotope RX6, donc une version plus tournée vers la production musicale. Donc RX, on se souvient, c'est le bundle d'effets qui permet de faire du traitement des fichiers, de nettoyer tout ça, d'enlever du souffle, des craquements audio, la restauration audio, voilà. Moi j'achète carrément. Hein. Surtout toi tu l'as essayé surtout. Oui, je suis en train de faire le test et j'achète carrément parce qu'on se rend compte que avant c'était un truc qui était orienté sur l'image. Moi j'achète pas. Mais c'est intéressant. Même à 1500 balles c'est cher, mais c'est un outil pro et c'est de plus en plus utilisé dans les studios. Comme l'activité de studio s'est déportée et que maintenant les mecs ils doivent mixer des trucs avec des prises qui viennent des quatre coins du monde, souvent fait dans des conditions très rock'n'roll merdiques. Et c'est quelque chose qui permet de régler pas mal de problèmes qui se sont posés lors des prises. Donc non, c'est cool, c'est une grosse mise à jour. T'es en train de nous dire que t'as un NFR à 1500 €, c'est ça? Ouais. Il y a un marché de la revente Alors, non, justement, Not for Resell. C'est dans le nom, je sais pas. Non, mais en plus j'ai pas la version 1500 €, j'ai la version 700 €, je sais pas quoi. Ils t'ont pas filé la Advanced? Non, parce que la Advanced, je sais plus, il y a un loudness meter, enfin tu vois, je vais pas des trucs trop compliqués quoi. Oui, voilà, c'est trop compliqué pour moi quoi. Bon, Jamy, la guitare numérique aux manches dépliables équipée de véritables cordes et qui prend la forme d'un bâton. Ouais, c'est quoi cette trop merde bizarre. T'es direct là comme ça. C'est pour les majorettes ça, c'est ça? Non mais c'est un truc trop bizarre, c'est une espèce de bâton, ça ressemble presque à une matraque télescopique sauf que c'est plus gros. On peut le déplier, ça fait une espèce de manche de guitare, il y a des cordes, il y a une petite touche et il y a même des LED qui s'illuminent pour apprendre avec une application. C'est très bizarre. J'ai pas envie de jeter directement. Jacques il est emballé là. Je pense que ça peut donner à côté de sa Martine, je pense. Ouais, revente à Martine franchement, ça c'est le futur ça. Vu comment tu l'as décrit. Ça c'est plus pour le training, c'est vraiment pour s'entraîner, je pour pense être dans le métro, etc. Il y a déjà eu pas mal d'initiatives à ce niveau-là, ça a jamais été probant. Donc là, j'ai déjà vu effectivement la pub, je l'ai pas testé, mais ça m'excite pas trop. Vu comment tu l'as décrit, je pense que ça peut donner un côté disco aux interrogatoires de police. Exactement. En plus, on sait ce qui peut se passer malheureusement. Attention. Bon, allez vite. La Loog. Alors ça, par contre, c'est un truc qui me tente bien. C'est les Loog, c'est des guitares à 3 cordes pour enfants, mais pas que. Parce que, alors il y a 3 cordes, c'est ça, exactement. c'est sol, si mi, c'est ça. Oui, c'est les 3 cordes aiguës d'une guitare classique. Et en fait, donc c'est des petits corps, c'est en version acoustique, électrique. Voilà, donc il y a plusieurs versions, plus ou moins petites, mais en général, c'est quand même des formats assez petits. En fait, c'est assez sympa parce que ça peut être pour un enfant. Il parle même, tu vois, de commencer à partir de 3 ans, pourquoi pas. C'est un Kickstarter. C'est une forme d'initiation, exactement. C'est bien ça. Alors en fait, il y a déjà eu une production de modèles qui était passée par le crowdfunding il y a quelques années, ça avait fonctionné. Là, il lance une nouvelle gamme de modèles, il passe à nouveau par le financement participatif. D'ailleurs, ça, on peut s'interroger sur les marques qui de plus en plus, pour se lancer, même juste pour renouveler une gamme, passent à nouveau par le financement participatif. Mais c'est pas le sujet du jour. Yellow Noise qui sort Drum Extract. Je voulais savoir si Jacques il achète ou pas d'abord. Enfin, moi je suis assez preneur, surtout que ces petits instruments ça favorise énormément la pratique instrumentale chez l'enfant, et on le voit justement avec le ukulélé qui depuis maintenant près de 5 ans ne cesse de grimper au niveau des ventes et de la pratique. Donc ouais, je pense que c'est une bonne initiative. Et Esther, t'achètes? Ah, mais moi j'achète parce que je pense que c'est à la taille pour mes doigts. Faut dire, on vous la montre pas parce que Esther fait 60 cm de haut. En fait. Voilà. Bon, Arnaud, t'as 10 secondes pour nous parler de Drum Extract de Yellow Noise. Oui, alors moi j'achète. C'est un Français qui a fait des études de maths et qui a fait un outil tout simple. C'est un plugin, donc c'est un potentiomètre qui permet de séparer d'un côté la batterie et de l'autre côté le contenu harmonique. Alors évidemment, la promesse est folle. Évidemment, dans les faits, ça marche
plus ou moins bien suivant les sources, et il y a toujours un peu d'harmonique dans la batterie et de batterie dans les harmoniques. Dès que vous avez une batterie avec beaucoup de reverb, ça marche pas bien, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa, et l'algo est pas mal du tout, et c'est très prometteur pour la suite. Ça m'a fait penser à Fission. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. C'est bien, dur. Voilà, Voilà. merci. Donc, mais je vous le... Voilà. Voilà. Bon, alors, est-ce que ça vous dit maintenant, les enfants, de parler du CITES ? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que le CITES ? C-I-T-E-S. Qui veut Et Juste avant de laisser la parole à Jacques, parce que c'est quand même l'expert un peu autour de sa table de la CITES, en gros, c'est une convention aussi appelée Convention de Washington, qui régulièrement statue sur des espèces d'origine animale ou végétale, et en gros essaye de dire, voilà, telle espèce, il faut faire attention, on recommande ça, même impose certaines règles aux fabricants, à l'industrie globalement, et voilà. Et il y a eu récemment, depuis janvier dernier, une news qui a fait pas mal de bruit. Ils se sont penchés sur certains bois très utilisés dans le monde de la guitare, et petit à petit, les marques essayent de s'armer, même le consommateur essaye d'y voir un peu clair parce que c'est compliqué, mais Jacques va nous en parler un peu. Le CITES rapidement, enfin la CITES. Oui, comme tu l'as dit, c'est la convention de Washington qui est née en 1973, et depuis, donc c'est 36 000 espèces de faune et de flore qui sont contrôlées, protégées par la CITES. Donc il y a ces 183 pays qu'on appelle parties, dont l'Union européenne fait partie, c'est une entité à part, même si les membres en font partie, voilà, c'est une entité à part. Et donc là, la grosse nouveauté, justement, parce que ça c'est bien, on ne peut que justement saluer ces initiatives, parce que l'objectif c'est de combattre le commerce illégal. Ouais. Sauf que là, ceux qui sont pénalisés, c'est ceux qui sont dans la pure légalité. Et là, la grande nouveauté de cette nouvelle réglementation, c'est que jusqu'à présent, seuls les boissiers et les grumes étaient réglementés, avec des permis d'importation et des permis de réexportation, sous 3 annexes. Une, la plus les grumes, sévère. t'as dit ? Les grumes. C'est quoi ? C'est comme les traumates ou Voilà, ça c'est fait. T'as pas un En plus, ce qui est nul, c'est que la tomate c'est un fruit, sauf aux États-Unis où ils ont réussi par vote à la faire passer pour un légume. Ouais. C'est bon. Bref. Et donc voilà, donc la nouveauté, c'est que maintenant, les instruments de musique et les produits finis, donc les instruments de musique, sont réglementés. Et là, ça change toute la donne. C'est-à-dire qu'un fabricant, autant effectivement, il lui fallait un permis d'importation et d'exportation si c'était du bois. Maintenant, c'est aussi les instruments. Donc on a la chance en France. C'est aussi le bois transformé, quoi, en fait. Voilà, en produits finis. Parce qu'il y a eu effectivement, et ça c'est encore le problème, c'est que la facture instrumentale exploite très peu de bois tropicaux, contrairement au mobilier, et c'est eux qui ont essayé de louvoyer un peu la loi. Le business il est pas le même, je pense. Il est énorme à côté de la guitare. Et donc du coup, nous on se retrouve avec les instruments de musique réglementés, et ce qui est une catastrophe pour les fabricants. Très concrètement, j'arrive à parler, avant même de savoir qui peut pâtir un peu de cette nouvelle réglementation, en quoi ça consiste ? C'est-à-dire, on nous dit telle espèce, par exemple, elle ne peut plus être exploitée. Enfin, qu'est-ce qui se passe exactement ? Donc il y a 3 annexes. La plus dure, c'est l'annexe 1, et on a déjà depuis 92, on a le palissandre de Rio. Donc là, c'est tout commerce interdit avec le palissandre de Rio. Il y a l'ivoire aussi depuis 75. Il y avait le palissandre de Madagascar qui était en annexe 2 aussi, mais l'annexe 2 c'était contrôlé, permis d'importation-exportation juste pour les grumes. Et maintenant, toute l'annexe 2 est produit fini. Et en plus, on a eu, comme tu l'as dit, tous les palissandres. Au départ, il n'y avait que quelques palissandres qui étaient concernés, parce que ce sont les pays exportateurs qui disent à la CITES, attention, moi j'ai des problèmes, il faut réglementer telle et telle et telle espèce. Sauf que la CITES a dit, les palissandres, on est incapable de les différencier. Donc on va tout réglementer. Putain, donc on est passé de 50 espèces de palissandres contrôlées à 300 maintenant. C'est énorme. Et alors, quand tu dis contrôler, on n'a pas du tout le droit de l'exploiter, de faire des instruments avec. Si, tu peux le faire, mais il faut vraiment montrer patte blanche. Il faut en fait que l'instrument et tout ce qui était utilisé comme bois, qu'il y ait une traçabilité pour prouver le caractère licite de l'utilisation du bois. Donc ça veut dire que quand toi tu vas acheter du bois à un fournisseur de bois, il faut que ce fournisseur de bois mette le permis d'exportation de celui qui l'a exporté, le permis d'importation. En Europe, on oblige
oblige le permis d'importation, la CITES n'oblige pas le permis d'importation. C'est vraiment à l'appréciation de certains pays, et l'Union européenne est l'une des plus strictes avec les États-Unis. Donc voilà, donc jusqu'à présent, il y avait que ces bois-là, et maintenant, c'est tous les instruments qui rentrent. C'est-à-dire que quand un fabricant va vendre aux États-Unis, eh bien, il va falloir qu'il fasse un certificat de réexportation, et les États-Unis ne demandent pas de permis d'importation. Mais à l'inverse, toi, tu vas acheter une guitare américaine, il faut réexportation des États-Unis en France et puis importation. Enfin voilà, bref. Donc en gros, on a compris effectivement qu'il y avait certains bois qu'on a le droit d'utiliser dans une certaine mesure, etc. Qu'est-ce que ça change à la fois donc pour les fabricants, pour le consommateur, les gens qui achètent des instruments, comment ils s'adaptent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors déjà pour le fabricant, c'est une lourdeur administrative déjà d'une part. Quand encore c'est un luthier, ça va, il a très peu de production, mais quand c'est un Selmer par exemple avec des clarinettes d'Albergia mélanoxylon, c'est 95% de sa production qui est impactée. Donc là, il faut qu'à chaque fois et c'est 85% d'export. Donc qui veut dire, voilà, donc lui, il est obligé. Donc c'est les lourdeurs administratives, et ça encore, c'est rien. C'est que cette réglementation est très mal appliquée, c'est-à-dire que les douanes ne font pas leur boulot. Donc ne signent pas correctement ou ne visent pas correctement les documents. Donc les instruments, les marchandises restent bloqués en douane. Et là, pour le luthier, c'est très problématique. Donc, là, qui se font des bofs, ça se trouve, à la douane. Tous les instruments qu'ils gardent. Oui, ça se trouve, c'est juste ça. Il pourrait le faire. Donc, pour le fabricant, donc déjà, c'est vraiment très contraignant. Parce que voilà, il y a en plus, ça fonctionne très mal. Les rouages sont. Et puis en région, normalement, il y a un interlocuteur. C'est ce qu'on appelle les DREAL pour la région. Et la DRI, c'est en fait l'équivalent de l'organe national, la PEM3, donc le Bureau des échanges internationaux. En France, on a des bureaux un peu partout en région, et on a la chance, on est le seul pays, je crois, au monde, à avoir une application informatique. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est e-CITES qui permet effectivement au fabricant de saisir sa déclaration de stock, ses permis d'importation, etc. Et pour le musicien, donc là, il est complètement impacté. C'est la première fois, justement, c'est que même s'il y a eu une exemption, donc c'est la linéa B de dièse 15, qui a été obtenue par l'association Pearl, qu'on va d'ailleurs rencontrer à Bruxelles le 6 juin pour essayer de sortir ces instruments de musique de la réglementation. Grâce à cette exception, le musicien peut voyager normalement sans document CITES. Sauf que, comme il y a certaines espèces qui sont en annexe 1, et là qui nécessitent vraiment un certificat, donc pour l'Europe c'est un certificat intracommunautaire, CIC, et pour l'international c'est le CIM, certificat d'instrument de musique. Donc si tu arrives à la douane et que t'as un douanier qui est un peu suspicieux qui dit alors tiens je vais te contrôler, toi montre-moi si ta guitare elle est pas faite en palissandre de Rio, si tu lui dis bah non c'est du palissandre indien, c'est rien pour le prouver, voilà, si tu peux pas le prouver, voilà, donc c'est un peu délicat, et surtout comme vous le savez très bien, il y a un énorme marché de l'occasion et de vente d'occasion. Et donc là, le musicien, s'il veut vendre aux États-Unis, il est obligé de récupérer une facture qui va présenter le caractère licite des bois. Donc voilà. Donc Pardon, c'est un peu problématique. Non, je pensais, enfin, faut dire que ce qui a foutu la merde, c'est quand on a trouvé du palissandre de cheval dans la zone de bœuf. Voilà. Non, et puis, une question quand même, est-ce que ça touche des instruments qui sont fabriqués à partir d'une certaine période? C'est rétroactif? Enfin, comment ça marche exactement? C'est pas rétroactif, je te dis, il faut prouver le caractère licite. Donc si tu as un instrument qui date de 67 avec une strate avec une touche en palissandre, il va falloir que tu prouves que c'est une strate de 67. Juste ça, qu'elle est pré-convention. D'accord, voilà, donc en fait, c'est ce qui, en gros, avec le changement qui a eu lieu là, début 2017, il y a en gros ce qui était avant, alors à part ceux qui étaient déjà dans l'annexe, évidemment, dans les différentes annexes, mais donc, sinon, vraiment, l'ensemble des palissandres qui sont touchés, c'est à partir des guitares fabriquées, enfin, à partir de 2017, c'est ça? Alors là, c'est encore un peu plus compliqué, c'est-à-dire, c'est en fonction de quand est-ce que l'arbre a été coupé. Ah, d'accord. C'est donc, pas quand l'instrument est fabriqué. Non, si l'arbre a été coupé avant 2017 et que la guitare a été fabriquée avec ce bois en 2022, la guitare est pré-convention. Ah, d'accord. Voilà, bah oui, c'est un peu la logique, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est définir un point zéro, et à partir de ce point zéro, essayer d'estimer un peu et de contrôler un peu le commerce international. Alors, essayons de voir
ce qui peut y avoir de positif là-dedans, parce que ça a l'air d'être un gros bordel, est-ce que ça pousse pas les luthiers justement à se réintéresser plus à des bois locaux dont ils peuvent contrôler la production? J'imagine c'est plus simple. Ceux qui suivent les news audiofanzines le voient bien. Il y a des tentatives. Bien sûr, et ça fait déjà comme pas mal d'années que certains luthiers se mettent à des bois locaux, comme Fred Copeau, Jean-Yves Alquier avec la notion de bambou, des guitares 100% bambou. Le bon bois de cagette de Rungis, sinon. Voilà, le palissandre de Melun. Non, mais tu rigoles, mais justement, il y a eu aussi un projet qui existe toujours, c'est le Leonardo Guitar Research Project, qui est un projet européen et qui a lancé une étude de tests perceptifs et aussi scientifique de guitares fabriquées en palissandre indien. Là, c'était des guitares classiques dans un premier temps, et dans 8 essences locales. Platane, poirier, etc. Et ils ont fait des études perceptives. Ils se sont rendus compte qu'à l'aveugle, 50% des musiciens, autant auditeurs que joueurs, 50% appréciaient les deux. Ils ne faisaient pas la différence. Beaucoup de gris-gris, hein, toute Par façon. contre, dès que tu enlèves le bandeau, ah bah non, là c'est quoi ce bois blanc, cette touche, voilà. Donc là c'était 80-20. Donc de toute façon, je sais pas si tu as entendu, il y avait une étude, c'était intéressant aussi, c'était sur les Stradivarius. Une femme qui avait fait des tests, des blind tests avec des violonistes d'exception, hein, enfin des grands prix de conservatoire, et en blind test, violon de luthier moderne contre des Stradivarius qui avaient 300 ans d'âge, et les mecs, je me souviens, le premier qui était arrivé dans les suffrages, c'était un violon de luthier, et non pas le truc de 300 ans. Donc il y a beaucoup d'a priori sur le fait que plus c'est vieux, mieux ça sonne, sur le fait que tel bois sonne mieux que tel autre, alors qu'en fait c'est beaucoup une question de compétence du luthier, quoi. Exactement. Et c'est aussi une question un peu d'a priori, mais aussi une question d'histoire. C'est vrai que notre histoire coloniale est allée directement, ça nous a inspiré à utiliser des bois comme le palissandre, parce qu'avant on utilisait des fruitiers. Il faut savoir qu'on a une grande culture de lutherie en France, avec la guitare baroque, la guitare romantique qui date quand même de Louis XIV, hein, tout ça. Hein. Et on avait des luthiers français, et tous ces bois, c'était des bois fruitiers, et ça fonctionnait très bien. Donc c'est après que ces bois ont été utilisés, ce qui n'empêche, il ne faut pas non plus dénigrer, le palissandre, c'est un bois qui mécaniquement est favorable effectivement à la construction d'une et le palissandre, c'est pas une espèce qu'on peut implanter en France? Écoute, avec le climat aussi. Il n'y a pas de variété de palissandre. Si un territoire, c'est à l'île de la Réunion. D'accord. Voilà. Et c'est la France. Il faut qu'il fasse chaud, quoi. Ça. Ce sera un super business pour l'île de la Réunion, en tout cas. Parce que je pense qu'industriellement, là-bas, c'est pas la fête. Non, quoi. mais en Inde, par exemple, ça va changer un peu le paysage, quoi, c'est tout. C'est quoi tous ces arbres? Le palissandre indien, qui est vraiment, lui, contrôlé, du coup, mais il n'était pas en danger. Il n'est pas en danger parce que l'Inde a un programme de replantation depuis des années. Et donc, voilà. Mais ce qui est bien, et tu fais bien de le signifier, c'est que déjà, il y a des projets, des luthiers, et puis là, justement, avec la PLG, on va s'accrocher à un projet de GB qui est Local Wool Challenge, et qui invite les luthiers à venir à chaque salon avec un instrument local. Alors, avec un des truc, bois locaux. je vais peut-être prendre des sauts de merde, et tu me diras ce que t'en penses, mais il me semble aussi que autant l'essence des bois est déterminante sur les instruments acoustiques, parce qu'on parle de guitare là, au sens large du terme, franchement sur une électrique, entre l'ampli et les micros, l'importance du bois, elle est quand même très légère. Hein. Elle existe, mais elle est effectivement légère. Et surtout qu'il y a eu, il y a aussi des études scientifiques, parce que moi je m'intéresse aussi beaucoup aux projets scientifiques des laboratoires acoustiques. Il y en a beaucoup en France, ils sont très actifs. Et il y a eu une thèse justement sur la guitare électrique, les bois de lutherie en guitare électrique, pardon. Et il s'avère qu'effectivement le seul impact du bois dans le son d'une guitare électrique, c'est le manche. Ouais, bien sûr. Voilà, donc là oui. Après, moi j'entends effectivement des luthiers qui me confirment, écoute, moi j'ai fait telle gratte avec tel bois, il y a une différence, et même avec tel et tel micro. Bon, après je pense que comme tu l'as dit, il y a une telle diffusion, une telle répartition après du son, le micro, les effets, l'ampli, les câbles.
Oui. Oui. Donc voilà. Oui, puis la question, j'allais dire, que le luthier voit la différence, j'allais dire, c'est son problème. L'important, c'est surtout que l'acheteur voit la différence. Exactement. Si lui voit pas la différence, j'allais dire, voilà, autant lui mettre effectivement du bois de cagette, quoi. Il est évident que le choix des bois est plus impactant dans une guitare acoustique que dans une guitare électrique. Oui. C'est évident. Ouais. Et alors, paradoxalement, moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est de nombreuses marques, des luthiers, etc., s'essaient à de nouveaux bois, et ils essayent d'anticiper un peu, et paradoxalement, avec la nouvelle réglementation en place, très peu de marques, en fait, même de très grosses marques, ont bien anticipé les changements, et on entend un peu de partout des petites histoires d'instruments bloqués. J'imagine que tu en as aussi de ton côté. Ils pouvaient pas. Enfin, ils s'y attendaient pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a été informé par un gros fabricant en France qui est Buffet Crampon, et qui, heureusement, qui est à la CSFI, a prévenu toutes les autres marques et tous les fabricants. Et là, on a commencé effectivement à poser des questions, mais aucune association, aucun fabricant, aucun des ministères. D'ailleurs, ils se sont plaints. Le ministère de l'économie est venu avec nous rencontrer le ministère de l'Environnement. Ils se sont dit, on est quand même la DGE des biens de consommation, et on n'a pas été informés pour justement informer nos entreprises françaises de cette implication. Je pense après le problème, c'est que c'est tellement un micro-marché qu'ils s'en foutent. Par rapport au marché du mobilier. Écoute, apparemment le mobilier, moi j'ai fait un peu le souterrain et j'ai appelé justement des magasins. Ils sont dans la merde pareil. Hein. Ouais. Donc voilà. Parce que par exemple dans le cas des guitares, moi j'hallucine quand j'entends qu'une marque comme Fender par exemple se retrouve régulièrement avec des stocks bloqués dans un pays, inutilisables parce qu'ils ne correspondent pas à la réglementation, et on peut envisager de détruire ces instruments tout simplement. Là ils ont justement ce que me disait Patrick Jacquard avant de partir, ils ont des strates avec, c'était quand même assez rare, avec des touches en palissandre de Rio, et là elles sont bloquées, et régulièrement il y a quelqu'un qui vient, alors, je sais pas, c'est un huissier ou quoi, qui vient contrôler qu'elles sont toujours là. Ouais. De toute façon, c'est un truc de malade, quoi. Enfin, je le souligne, mais on voit bien que dans le monde actuel, on est plus sensible au droit du commerce, c'est-à-dire que quand il y a de la contrefaçon, à aucun moment on se dit écologiquement c'est pas bien de détruire les choses. On a quand même des objets qui peuvent servir. Non, on préfère les détruire pour pas nuire au droit de la propriété intellectuelle. Donc on voit bien par quoi et vers quoi tend le monde. Et j'ai même envie de dire, quand je disais que je regrettais quand même que les marques n'aient pas su anticiper, tu me dis qu'elles n'étaient pas dans la capacité de le savoir. Oui, mais bon, une conscience environnementale, écologique, etc., quand on exploite du bois de manière massive. Alors oui, il y en a qui le font quand même. Il y a Taylor, qui est quand même un très grand acteur avec Madinter, le fournisseur de bois européen. Ils ont une scierie justement au Cameroun où ils essayent de sensibiliser justement la population africaine pour éviter justement l'illégalité. Et puis il faut savoir aussi que planter un arbre c'est bien, mais si tu l'entretiens pas les 3 premières années, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un arrosage constant, l'arbre il poussera pas. Donc il y a vraiment tout cet entretien, donc il y a vraiment un travail éco-responsable que fait Taylor, et là il va lancer, il a annoncé il y a pas longtemps, ils vont faire un tour du monde pour toutes les autres essences, le Koa et un peu partout, voilà, pour sensibiliser. Et puis nous on est en contact direct avec Taylor, parce qu'ils ont embauché quelqu'un qui s'appelle Scott Paul, qui est un ancien de chez Greenpeace, et qui lui a le poste justement de gérer un peu toutes ces histoires de bois, et on va travailler ensemble, l'international avec l'Europe. Et déjà on a réussi avec la PLG et la CSFI à changer quand même cette réglementation, et c'était pas donné parce que normalement une réglementation comme celle-là elle ne change que 3 ans après, donc à la prochaine convention qui aura lieu au Sri Lanka en 2019. Donc on nous a dit, même le ministère de l'Environnement, n'y allez pas à Bruxelles, vous allez vous faire jeter, et on a quand même obtenu le SAV, c'est-à-dire qu'un fabricant qui a déjà vendu, qui a avec ses permis un étranger, lorsque le produit revient pour SAV, entretien ou réparation, il n'aura pas de document citait ça. Et donc ça, on a quand même réussi à l'obtenir. Donc on ose espérer que en allant à Bruxelles et au comité des plantes à Genève, à la CITES, on arrivera quand même à les convaincre de sortir les instruments de musique. Alors déjà en leur prouvant que la production d'instruments de musique est
peanuts dans l'utilisation des bois tropicaux, que nous, déjà fabricants d'instruments, on est à l'initiative de projets justement d'alternatives, de replantation, avec des substituts aussi. C'est quand même peu partagé globalement dans l'industrie. Hein. C'est d'un conservatisme terrible avec des bois très classiques, et même les utilisateurs n'ont pas envie d'en changer, quoi. Enfin, alors c'est ça le problème, c'est que le musicien, c'est lui qui est bloquant. Moi, lorsque j'assiste à des réunions avec des fabricants, ils se disent oui, mais nous, c'est le musicien qui nous demande. Moi, je veux pas un ébène blanc, parce qu'il y a des ébènes qui sont clairs. Non, le musicien, il veut un ébène noir. Il veut un palissandre. Donc voilà, donc nous on va essayer. Ce racisme contre les bennes blancs, c'est dégueulasse. Mais c'est aussi aux musiciens de prendre conscience, et c'est pour ça qu'on va proposer aux musiciens à travers justement ce local Wood Challenge porté par EGB et par la PLG, on va proposer aux musiciens voilà, des alternatives. Et moi j'ai essayé les guitares en platane, j'ai été bluffé. Hein. Du platane. Oui, c'est une question d'éducation aussi, de l'oreille. Tout à fait, bien sûr. Non, mais c'est pas l'oreille, parce que là, le son, on se rend bien compte, il y a eu des tests à l'aveugle où ils ont fait passer 10 guitares, je crois, jouer sur un même morceau. C'était le mec, techniquement, bravo, parce qu'il fallait le faire. Et quand tu l'entends au casque, va reconnaître que telle et telle guitare. Donc, et puis en plus, c'est comme je l'ai dit, il y a eu une étude aussi scientifique qui a permis de confirmer l'étude perceptive de Leonardo, donc sur ces bois non tropicaux. Et scientifiquement, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de différence notable entre tel et tel et tel bois. Bien sûr. Peut-être juste pour terminer, avant de clôturer sur ce sujet, peut-être des recommandations pour des gens qui peuvent nous écouter, qui ont une guitare, qui souhaitent la faire voyager, qui peut être récente. Comment on s'organise aujourd'hui avec la nouvelle réglementation ? Alors déjà, j'ai réussi quand même à faire un mode opératoire un peu tutoriel suite à la conférence Musicora que j'ai animée. Ça donne déjà une bonne idée, parce que je l'ai vraiment axé sur le musicien, qu'il voyage, qu'il achète ou qu'il vende, que ce soit avant ou après 2017. Donc là, ça serait trop long à expliquer, qu'ils aillent sur le site de la CSFI, dont de toute façon le lien j'ai envie de dire, si vous avez un instrument que vous voulez voyager avec, cachez-le dans de la drogue, ça passera plus facilement à la frontière. Ça va être ça, ouais. Non, en fait, en gros, pour répondre, c'est d'avoir au moins une facture qui donne au moins la date. Le minimum, c'est la date pour dire que c'est préconvention, et surtout, idéalement, au moins avec la liste des bois. Mais il va y avoir un business de fausses factures avec ces conneries-là. De fausses factures, et puis il va y avoir aussi des attestations, parce qu'il y en a plein qui vont passer. Oui, voilà, parce qu'il y en a plein qui doivent passer par des luthiers pour qu'il y ait une attestation pour dire voilà, ce bois. Si vous êtes chômeur, vous ne savez pas quoi foutre. Hein, je pense que de devenir. Il y a des nouveaux métiers tous les jours. Voilà. Et je voulais demander d'ailleurs, les problèmes de la Syrie, ça pèse sur le marché du bois ou pas ? Non, pas voilà. Bien. Allez, on va terminer là-dessus. Après ce sujet sérieux, je vous propose de se détendre un peu avec le Carapella. Bon, qui veut commencer ? Esther ? Il a préparé un truc. Non, j'ai rien préparé. Oh merde. Esther, tu peux jouer quand même. Tu peux jouer quand même. Esther, donc t'as besoin d'un petit fond sonore peut-être. Jacques, il connaît l'art avec du Carapella. Écoute, je vais vous le lalalé. D'accord. Tu vas le lalalé. Attends, donc Jacques, il faut que tu reconnaisses la chanson qu'elle va laler. Oui, mais alors il y a une règle du jour, parce que vu qu'on c'est une émission un peu spéciale guitare, forcément les chansons parlent de guitare, c'est ça, hein, Esther ? Apparemment, vous m'avez dit il faut guitare dans le titre, alors. Guitare dans le titre. Ah ouais, carrément. Oui, ça parle de guitare. Voilà, le thème c'est la guitare. Donc tu vas la laler, c'est ça, on doit reconnaître. Et je vais la laler, alors attention les oreilles. D'accord, allez-y. Alors. La 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 la. C'est pas Dalida ça ? Putain, oui, attends, c'est quoi ? Ah merde. Attends, c'est quoi ? Je connais pas. Vas-y, donne-nous une date. Je suis sûr que même en lançant le morceau, vous trouverez pas. Ah bon ? C'est marrant. Donc ça veut dire qu'on est vraiment. Ouais, on est dans la merde. Vas-y, donne-nous une date au cas où. Ouh là là. Je sais pas. Bon, je mets quoi ? Je balance l'extrait. 515 ? Allez. Vieux. Bon, je balance l'extrait. Allez. Ah, c'est Tino. C'est Tino. Ah. Mais c'est vrai que ça ressemble à Marinella, ça ressemble à tout ce qu'il chantait. Hein. La chanson de mon rêve. Tu vois, je connaissais pas. Ah,
pour être heureux. Tino Rossi, que j'ai découvert récemment, n'a pas du tout en fait été le premier à chanter Papa Noël, qui était une chanson de comédie musicale et qui était beaucoup plus sérieuse que l'original. Ouais. Moi, de mon vieil âge, je me rappelle quand j'étais tout petit, j'écoutais Tino Rossi. Ouais. Salman, tu veux? Ouais, vas-y. Alors toi, c'est quoi? Moi, c'est une chanson en anglais à l'origine et donc je vous ai traduit les paroles. D'accord. Donc je te mets un peu de traduit si on peut dire. On avait dit non. Ok. Eh bien, j'ai quitté mon job à la station de lavage, laissant un petit mot d'adieu à ma mère. Au coucher du soleil, je quittais Kingston avec ma guitare sous le manteau. C'est dur avec ce. C'est le but. Ah, c'est pas Sweet Jane? Non. J'ai fait du stop jusqu'à Memphis, chopé une chambre au YMCA, puis j'ai erré les 3 semaines suivantes cherchant un endroit où jouer. Eh bien, je pensais que mon jeu les subjuguerait, mais personne ne voulait d'un guitariste. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, je sais pas, non, c'est pas. C'était horrible cette musique. Ça date de quand? Mais c'est le but que ce soit horrible. Ça date de quand ça? Écoute, j'ai pas envie de te dire quand ça date, mais d'accord. Je le sais, mais j'ai pas envie de te dire. Mais il y a un indice dans la chanson. Il parle d'une ville. Est-ce que tu te rappelles des paroles? Elvis. Absolument, oui, c'est Elvis. Et c'est le morceau Guitarman. Guitarman. Ah ouais, putain. Ouais. Bon, c'est pas sa plus connue. Hein. Ouais, voilà. Attends, je pense qu'on va faire chou blanc sur. Effectivement, il y a de la guitare. Well, I quit my job down at the car wash. I left my mama a goodbye note. By sundown, I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. Ah, c'est bon. Arnaud c'est bon ça. Ah, c'est excellent. Franchement, le son de groove, quoi. Enfin, j'allais dire, oui, le son est pourri, c'est un vieil enregistrement et tout, mais tout de suite. Anecdote rigolote, donc je connaissais pas du tout cette chanson, c'est vraiment pour trouver un carapella que je cherchais ça. Et en fait, donc c'est pas Elvis qui l'a composé ou écrite à l'origine, et c'était un guitariste. Et en fait, Elvis a voulu reprendre ça, et il la jouait, et il n'arrivait pas à retrouver le groove justement. Il disait putain non, ça le fait pas. Et donc il allait voir le guitariste, il lui dit mais j'arrive pas à le faire. Mais si tu veux vraiment bien la jouer, il faut que tu m'engages. Et donc le guitariste qui avait écrit à l'origine l'a joué pour Elvis. Dis donc. Arnaud, tu veux le faire? Ouais, ok. Donc moi, ça va être une chanson française que j'ai traduite en anglais. Enfin, que Google Trad a traduit en anglais. Bon, je te mets le générique de Alf. What am I playing? I'm playing guitar. Sometimes the loneliness is huge. Everything rather than being the passerby who goes through time. Sometimes then I go drift. My bed is a ship. Ah mais c'est pas Cabrel? A workshop where I go for eternity. Traveler of a moment. I do not know why I'm so sad. I would like to call someone, but who God? But I fail. Come, everything isolates me. Et j'ai envie de dire, Grégoire, what am I playing? I'm playing guitar. Ah oui, ouais, d'accord. Oui. Attends, putain, c'est québécois, je joue de la guitare. Ouais, c'est qui? Comment il s'appelle? Non, c'est plus jeune. Ouais, en 1990, c'est l'heure des communications. Ça vous dit quelque chose, ça? Putain, oui. Mais oui. Putain, tu l'écoutes tout le temps en bureau en plus. Moi, j'adore ce mec. Alors, attends. Le TFN québécois. Je joue de la guitare. Je joue de la guitare. De la guitare. Voilà, c'était Jean Leloup. Allez écoutez Jean Leloup, c'est vraiment très bien. Excellent cette chanson. Bon, c'est à moi maintenant. Alors, donc moi, c'est une chanson en français que j'ai traduite en anglais. Okay. Et allez, ma petite maison dans la prairie. Vas-y. The guitar years, it's damn duty damn. Years we won't forget. 3 notes and 2 notes that track dirt and won't erase. Alors, The guitar years, it's damn duty damn. Ça, c'est moins une chanson des années 50. Les années guitare, c'est damn duty damn. C'est une chanson yéyé, ça, non? Même alors, pas. C'est ça. C'était les années guitare. Enculé. Non. Merde. Ah mais où tu l'as trouvé celle-là? Michel Fugain. Oh la vache. Ah ouais, c'est la variété française, dans toute sa splendeur. Ouais, c'est chaud.
Ah, je pensais que quelqu'un prendra la Telecaster, non, la Stratocaster de Cabral là. Ah ouais? Ouais, il a fait une chanson sur sa Stratocaster ou Telecaster, je sais plus. Ouais. Sur ma Telecaster. Ouais. Moi aussi, je pensais que t'allais prendre ça. On n'a pas eu de Why My Guitar Gently Whips. Trop évident. Trop évident. Bah écoutez, c'est la compo du mois. La guitare qui me démange. Ah oui, la guitare qui me démange. Celle-là. Alors Salman, qu'est-ce que tu nous as déniché ce mois-ci comme belle compo? Eh bien, vous le savez, chaque mois, on met en avant la composition d'un AFien, quelqu'un qui nous envoie une petite compo. Et bah déjà, on tenait à souligner quand même la qualité globale des morceaux qu'on a reçus ces derniers c'est temps. cool. On s'est pris la tête. Hein. Ouais, on a bien hésité entre 4-5 morceaux. Et encore, il y en avait encore d'autres qui nous plaisaient, mais vraiment, beaucoup, très difficile de faire un choix. Du talent. En l'occurrence, la compo du mois, c'est l'œuvre d'un grand habitué des forums. Il s'agit de Hakim. Le fils du forgeron. C'est ça, qui nous a sorti une petite badale folk avec beaucoup de charme. Ça s'appelle Sisyphe. On vivait durement, je rêvais simplement d'un autre sort. Quand soufflaient les vents, je me disais le temps s'améliore. Oh, Sisyphe, la vie sans objectif, sans cesse recommencer. Quelle quête insensée. Je suis resté à ma place, je n'ai pas eu l'audace. Désolé, je sais pas ce qu'on a fait avec le fichier MP3 là, mais c'est bien compressé, dégueulasse. C'est ça. Désolé. C'est super bizarre. Bon, allez l'écouter. Je crois qu'Hakim, de toute façon, il a un SoundCloud. Exactement. Vous l'écouterez en bonne. Ah, puis ça c'est intéressant au niveau des instruments, il n'y avait pas une harpe derrière, c'était j'essayais de... Alors donc bon, il y a un bordel, ouais. Encore une fois, on a hésité avec beaucoup de morceaux, mais on a finalement choisi cette compo pour son atmosphère, le texte en français, la réalisation qui est pas mal. Là c'est dommage, c'est vrai qu'on n'a pas pu vraiment apprécier à sa juste valeur le truc, et puis la voix qui est quand même assez particulière, mais qui apporte vraiment un truc à l'atmosphère. D'ailleurs c'est marrant parce que Hakim il dit ne pas aimer sa voix, mais elle participe au truc quoi. Ouais. Alors habituellement... Mais personne n'aime sa voix. Hein. Bah oui, qui aime sa voix. Voilà. Céline Dion quand même. Ouais. Ouais, mais ils sont... Ouais, si, Francis Cabrel, il aime sa voix. Allez, je suis désolé. La dame de Haute-Savoie. Ah, on avait compris quand même, merci. Donc habituellement, notre Hakim, il commence par écrire un texte. Donc lui, il est plutôt un intellectuel, j'imagine. Il écrit d'abord un texte, et puis ensuite il trouve une petite mélodie à la guitare acoustique. Il se lance une petite session sous Logic. Il cherche des boucles de batterie, il enregistre petit à petit des instruments, il fait des arrangements, il triture, il déplace. Après, enfin, il enregistre sa voix, il retravaille, quelques petites parties. Il mixe le tout, et puis voilà. Mais là, en l'occurrence, il n'a pas du tout fait comme ça, Hakim. Il n'a pas du tout suivi son habitude. Il a tout fait à l'envers. Il est parti d'une petite boucle, il l'a modifiée sous mélodine, cette boucle de guitare. Ensuite, il a composé au fur et à mesure. Il n'avait pas du tout d'idée de base. Il s'est dit allez, j'avance à tâtons comme ça, je bouge tel truc ici. Et puis c'est uniquement une fois qu'il a tout réalisé qu'il s'est dit il me faut un texte, et qu'il a commencé à composer, à écrire un texte contrairement à son habitude. Alors niveau matos, tout est fait in the box. Donc comme souvent vous le remarquerez quand même, c'est le musicien moderne. Il fait un peu tout avec son ordinateur. C'est surtout le mec, c'est le musicien moderne par définition, il a pas de thune. Hein. In the box, c'est quand même ce qui coûte le moins cher. C'est vrai. Ouais, mais même ceux qui ont les moyens de plus en plus quoi. Ouais, c'est vrai. En l'occurrence, donc là les voix et les guitares sont enregistrées avec des micros Bluebird ou Aston Origin. On peut entendre d'ailleurs de véritables guitares électriques, des guitares acoustiques, un oud, une mandoline, une clarinette. Tout à fait. C'est ça. Donc ça c'est les vrais instruments qu'on entend. Tout le reste, ça provient plutôt de banques de contacts. Tout est fait sous Logic
pro, avec un petit peu de compression en EQ sur la voix, rien de plus. C'est simple, mais ça vient du cœur et ça s'entend. Ouais, et puis on sent justement le fait qu'il ait bossé à l'envers, qu'il ait changé. Justement, il y a une sorte d'étrangeté dans le placement, dans le placement rythmique de la voix, dans la mélodie. On s'est demandé si c'était pas une signature rythmique bizarre. En tout cas, il y a quelque chose d'étrange et qui, en fait, s'explique peut-être par le fait qu'il est pas parti de basse batterie pour construire sa chanson c'est très comme baroque d'habitude. comme morceau. Hein. Ouais, il y a de tout. Ça peut faire penser aux plaines du Far West comme au Moyen-Orient. Enfin, c'est très réussi, tout simplement. Ouais. Écoute, encore bravo Hakim. N'hésitez pas à nous envoyer vos compos à l'adresse suivante LPDLP, donc les pieds dans le patch, lpdlp@audiofanzine.net. On écoute tout. On sera un plaisir d'écouter. Et puis peut-être que vous vous retrouvez dans l'émission du mois prochain. Esther, c'est à ton tour. Avec les pieds dans le studio. Ah bon? Ah bon? Eh ben ouais. Ah bon? Eh ben ouais. Donc là, tu voulais nous parler, donc tous les mois tu nous parles de studios souvent mythiques, et là tu voulais nous parler des studios d'Hérouville. Alors j'ai un petit peu, tu m'avais sorti un truc. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ah, ça c'est un des plus beaux albums, certainement. De la musique française faite dans les années 70, c'est Gong avec son camembert électrique que je vous invite à réécouter parce que c'est une merveille de psyché, de rock, prog, de travail de synthé, de délires vocaux. Et donc cet album. J'imagine que c'est un lien avec les studios d'Hérouville du coup. Et oui, dont tu veux nous parler. Il a été enregistré au château d'Hérouville. Alors le château d'Hérouville, on le connaît aussi sous le nom de Honky Château, qui est un hommage à un album d'Elton John qui a été enregistré là-bas. Elton John a fait 3 albums là-bas. C'est pas Honky Dory ou je sais pas quoi. Vous irez les rechercher. C'est pas David Bowie? Pardon? C'est pas David Bowie? Ah, David Bowie a aussi enregistré là-bas. Honky Dory, non? C'est pas ça? C'est pas un album de Bowie? Ouais, je sais pas. Bref. Si je vous mais donne effectivement, il a aussi enregistré là-bas. De tous les artistes qui ont défilé au château d'Hérouville, on y est encore jusqu'à demain. Tu m'étonnes. Alors, ce château, il est situé dans le Vexin, donc à peu près 80 km de Paris. Il a été fondé dans les années 70 par Michel Magne, qui était un compositeur notamment de BO, on le connaît pour les BO de Fantomas, de la série Angélique ou même des Tontons Flingueurs, le fameux des Tontons Flingueurs. Il est de la famille de Charlemagne ou C'est quoi, j'y ai pensé, je me suis dit non, mais toi tu le fais quoi. Lui il le fait. C'est pour ça que je l'aime. Il doute de rien. Donc Michel Magne, il avait acheté ce château dans les années 60. C'est un ancien relais de poste qui a été construit au XVIIIe siècle sur les ruines d'un château fort. Et il se dit que Georges Sand et Frédéric Chopin y auraient passé du temps où ils étaient amants. Voilà, donc le château d'Hérouville a accueilli dans ses 2 studios mythiques les Floyd, les Bee Gees, donc on a dit Bowie, Iggy Pop, dont on peut voir notamment une photo du monsieur à poil dans la piscine. Côté français, on sait qu'il y a eu Eddie Mitchell, Jacques Higelin, Magma. Voilà, la liste est longue. Il y a des centaines et des centaines d'artistes, tous plus connus les uns que les autres, qui ont enregistré des albums mythiques. Et alors pourquoi est-ce que tous ces gens-là sont allés se coller à Hérouville? Parce que vous me direz, il y avait plein de studios ailleurs, dans des grandes villes où tout le monde travaillait très tranquillement. Eh bien parce que Michel Magne, c'est l'un des premiers à avoir instauré le concept de résidence. À l'époque, dans les années 70, les studios tournent un peu comme des bureaux. On arrive à 9h, on part à 17h, il faut faire tout bien, il faut avoir tout préparé, et puis on fume pas, et puis on mange pas, voilà. Lui, il ouvre, on pourrait dire, un hôtel studio. Les artistes, ils séjournent pendant des semaines, ils mangent sur place, ils font des soirées, ils se détendent, ils enregistrent. Enfin, c'est ça que tu veux dire. C'est des artistes. Ils mènent la vie d'artiste, on va dire. Voilà, il va même y avoir des concerts qui vont être donnés dans les jardins. Bref, c'est un peu la belle vie. Mais alors, c'est tellement la belle vie que en 1974, le château il
commence un petit peu à décliner parce que tout ça coûte cher, parce que ce ne sont pas que les artistes qui viennent, ce sont les artistes avec leur suite, on va dire. Et Michel Magne, il se rend compte qu'il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Donc il va Michel Magne connaître une suite et une fin qui vont être assez terribles. Il va d'abord se mettre en partenariat avec quelqu'un dont on a parlé le mois dernier, qui est Yves Chamberlain, qui tenait à l'époque le studio Davout. Là, ça va être vraiment la dégringolade parce que ils vont pas réussir à maintenir le studio. Et ce studio va ensuite passer entre les mains de Laurent Thibault, qui va le récupérer. Et quand il le récupère, c'est une ruine. Le château a été défoncé, les consoles ont été cassées. Enfin, voilà. Alors Laurent Thibault, c'est quelqu'un qui connaît bien le château puisqu'il a fait partie du groupe Magma. Et puis il va essayer de le remettre en état. Il va remettre des nouvelles consoles, du nouveau matériel, il va essayer de remonter un peu tout ça, il va le pousser jusqu'au début des années 80, mais le studio perd tellement d'argent qu'il est placé sur redressement judiciaire, et puis en 86, il va être expulsé. Et entre-temps, le studio va être saisi, ce qui va entraîner le suicide de Michel Magne dans un Novotel à Pontoise, à côté du tribunal où va être décidé donc la mort du studio d'Hérouville. Voilà, donc ça c'est assez tragique. C'est un peu les studios maudits quand même. Une triste histoire. Ouais. Et en plus le studio va être à l'abandon et à l'intérieur il y a même le piano Steinway de Michel Magne qui va rester à l'intérieur et qui va dépérir. Voilà, c'est vraiment tragique. Il y a quoi maintenant là-bas à Hérouville Alors pendant 15 ans il y a eu des essais, il y a eu 2-3 essais il y a eu des bureaux, il y a eu des choses qui ont été faites, mais rien qui a vraiment tenu. Pendant 15 ans, le studio a vraiment été à l'abandon. En 2013, il a été remis en vente par une agence immobilière pour un montant de 1 295 000 €. Et en 2015, il y a un trio donc deux que tout le monde connaît plutôt bien, l'ancien ingénieur du son du studio Valdogne, qui s'appelle Jean Taxi, il y a le musicien et ingénieur Thierry Guaracino, et donc accompagné d'un analyste financier qui s'appelle Stéphane Marcy, qui vont racheter le château d'Hérouville, qui sont en train de le remettre en état. Ils vont en faire 2 studios, 2 grands studios d'enregistrement. Il y a un centre de formation qui est déjà prêt, et donc tout ça devrait ouvrir à l'été, mais en plus ils vont en faire un vrai centre culturel parce qu'ils prévoient de faire des concerts, des expos, des lieux de tournage. Bref, on espère que le château va retrouver. C'est vrai que c'est pour eux, parce que c'est vrai que c'est un lieu d'histoire. Je crois d'ailleurs que Laurent Thibault, il me semble, il y a quelques années de ça, a sorti un bouquin où il parle vachement des sessions qu'il a faites là-bas. Esther, moi, quand tu m'as dit que tu allais parler de ça, je me suis un petit peu renseigné. C'est vrai que c'est vraiment le studio maudit, parce que je sais pas si tu l'as dit, mais en gros, je crois qu'il a commencé en 62, donc il était copropriétaire du studio, Michel Magne. Il est racheté. Michel Magne rachète le studio en 62, mais ça devient vraiment un studio dans les années 70, en fait. Ouais, mais je crois que son pote, en fait, avec qui il achète le studio, il meurt genre 4 ans après. Oui. C'est 8 ans après, il y a le feu au studio, il est obligé de tout reconstruire. Enfin bon, c'est incroyable quoi. Il y a de quoi faire le un mec film, a eu que c'est un film ce studio. Et puis ça se termine tragiquement. Il se suicide dans une pauvre chambre d'hôtel quoi. C'est hallucinant. Je vous conseille vraiment d'aller voir la page Wikipédia, etc. Espérons que ça se passe mieux. Et puis je crois que c'est Franck Arnoux qui a écrit un super bouquin là-dessus, qui a un site web d'ailleurs. Alors le château d'Hérouville a une page web, un site, une page Facebook et un Twitter sur lequel on peut voir plein de photos de l'époque, de la belle époque, on va dire, du studio d'Hérouville. C'est super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Pardon, en fait, il y a encore un poster qui s'est cassé la gueule, excuse-moi. Et voilà, c'est la décadence chez les fanzines. Nous aussi, ça tombe en ruine. C'est ambiance Hérouville là. Qui va se suicider c'est ça, entre les histoires de fantômes que tu nous racontes et le décor qui se casse la gueule. Bon, en tout cas, on leur souhaite une longue vie et plein de belles choses à ce nouveau du studio. Bon, et merci beaucoup Esther. Bon, avant de passer à la séquence pour ne pas mourir audio, on avait peut-être quelques questions encore à poser à Jacques pendant que tu es là. Moi j'ai une question sur le futur, surtout quand est-ce que la guitare va de nouveau niquer le synthé?
Parce qu'on en a marre là des synthés là. On en a marre. Ça dépend des je veux une date musiciens. précise, s'il te plaît. Ça dépend des musiciens. Je pense que voilà, il y a eu différentes modes. Il y a toujours des modes. Comme je vous l'ai dit, le ukulélé prend vraiment un essor. Depuis quelques années. Alors on dit ukulélé ou ukulélé? Ah, tu nous as fait chier pendant des années à dire ukulélé, là tu viens de dire yuku. Ouais, non, c'est ukulélé. Ouais, voilà, ok, ouf. On dit Yoko de la Rochauffée et ukulélé. D'accord. Ou yuk. Ouais. Mais donc, enfin voilà, moi je pense que la guitare n'est pas morte. Elle a eu effectivement un petit ralentissement, mais on voit toujours que c'est un instrument qui est quand même assez apprécié. Surtout qu'on a maintenant des modèles d'entrée de gamme qui sont au niveau qualité-prix, ce qui n'a jamais existé. Donc, il y a ce grand philosophe Dave Grohl qui a dit t'auras toujours l'air plus cool derrière une guitare que derrière un synthé. Voilà. Ça c'est quand même vrai. Ça c'est vrai. Grand philosophe. Et donc, et encore plus cool derrière une console, surtout quand elle vaut 800 000 euros. C'est pour ça qu'il a racheté puis il faut voir aussi la console de Sound City. Quoi. Donc toi, le futur de la guitare, tu le vois moi je le vois bien, et surtout que la guitare acoustique bénéficie maintenant, avec les efforts qui ont été faits sur les capteurs piezo et autres, maintenant ça y est, c'est-à-dire que les effets, c'est pas le privilège des guitaristes électriques. Maintenant, nous aussi, on peut kiffer de mettre un chorus, de mettre un delay. Et ça c'est bien. Et même sans capteur, on peut le faire avec la Yamaha Transacoustique par exemple. Ouais, exactement. Je l'ai essayé, je l'ai essayé la Musicora. C'est assez intéressant. C'est une très bonne idée. Ouais. Il y a eu aussi une recherche d'un chercheur français qui était à peu près la même chose, sauf que lui, le petit haut-parleur qui fait vibrer, lui, il l'a mis sur la table. Et là, c'est un peu contraignant, c'est-à-dire que la guitare, si tu mets une masse comme ça sur la table d'harmonie... On peut peut-être expliquer aux gens, Salman, ce que c'est, la guitare là dont on parle, acoustique. Ouais, alors on essaie de l'avoir en test depuis pas mal de temps, on espère que ça va arriver. Mais globalement, c'est une guitare purement acoustique, mais qui a un système mécanique, il me semble, à l'intérieur, qui permet de créer en fait des altérations, des modulations particulières du son qui sort de la rosace. Et donc, on peut avoir une reverb, on peut avoir un chorus. Et c'est bluffant quand on l'essaie. C'est très intéressant. Ok, d'autres questions, Arnaud Sinon, on peut ne pas mourir au dur, hein, c'est pas... je sais pas. Il y a quand même une bonne nouvelle, parce que là, on parle de la guitare, et je disais que justement, j'avais initié en 2012 un projet d'unité de production industrielle. Je me suis quand même rendu à l'évidence, c'est qu'en France, comme dans tout pays, un peu comme la France, où la main-d'œuvre est quand même assez élevée, il est carrément impossible d'imaginer une unité de production industrielle pouvant faire un peu comme fait Taylor, c'est-à-dire avoir des gammes de prix jusqu'à 600 euros, voire commencer à 200 euros, qui est quand même l'entrée de gamme. Là, je parle pour la guitare acoustique. Donc, on a quand même maintenant une marque en France qui est Lag. Moi c'est ce que je voulais te demander. Je sais que tu as bossé avec Lag et qu'ils ont bossé donc avec Dupont. C'est intéressant. Donc moi j'ai réussi à convaitre il y a un an Gérard Garnier quand il a décidé de déménager, qui est le PDG d'Algam. Donc boîte noire, voilà. Non, c'est pas le shampoing. Quoi qu'il a des cheveux lui encore. Oui, voilà. Et donc quand il a décidé de déménager Bédarieux, qui était pas productif du tout, à Thoiret, donc là où il y a tous les bureaux, il y a aussi 18 000 m² d'entrepôt, s'est posé la question, il voulait faire vraiment à Thoiret une industrie haut de gamme de guitare acoustique. Et j'ai réussi à le convaincre de prendre Maurice Dupont comme luthier. Déjà, premièrement, pour créer une nouvelle marque de guitare, donc là qui s'appellera Lag et Dupont, mais dans un premier temps, remettre vraiment les guitares Lag acoustiques qui sont réalisées à Tianjin, qui ne sont pas sous-traitées, attention, l'unité de production à Tianjin en Chine, c'est une unité de production qui appartient à Algam. Donc il a une totale maîtrise de toutes les machines. C'est pas de l'OEM. Non. Donc voilà, et donc là Maurice part régulièrement en Chine. Moi j'y suis allé aussi pour faire un petit rapport d'audit. Alors justement, il fait quoi Dupont en fait? C'est quoi son job là-dedans? Parce que bon, évidemment il va pas faire toutes les guitares à la main. Il améliore, c'est-à-dire qu'il apporte le savoir-faire que Algam n'avait pas dans son équipe en tant que luthier. C'est-à-dire, Maurice Dupont, c'est l'un des rares en France, il a 35 ans quand même de boîte, meilleur ouvrier de France, c'est le seul en France qui est capable de faire une guitare de ses mains, et toutes les guitares, folk, classique, contrebasse, basse, manouche, etc., comme il est capable d'en définir un process industriel. Et c'est ça, parce que lui, il vient du génie mécanique. Oui, puis c'est quelqu'un, il me semble, dans la lutherie, enfin...
comparé à d'autres luthiers qui sont là juste pour faire le meilleur instrument qui soit, c'est quelqu'un qui a toujours eu la conscience de garder un prix raisonnable. Enfin, j'ai déjà vu sortir des instruments Dupont qui sont pas plus chers que des instruments de série. Enfin, non, pas plus cher. Ce que je veux dire, il sort des grattes électriques à 2000 balles, même moins, ce qui est pas plus cher qu'une Strat US, je sais pas quoi. Donc il a ce souci-là parce que c'est pas évidemment il y a beaucoup de luthiers, c'est le ticket d'entrée il est à 8000 balles. Ah bah oui, non mais de toute façon un luthier c'est un artisan, c'est le savoir-faire, c'est le haut de gamme. Mais chez Maurice Dupont il y a ce souci-là, donc ça m'étonne pas que ce soit vers lui que ce soit tourné à le gamme aussi. Donc il fait quoi? Il fait les plans, il choisit les bois, il dit voilà telle machine, c'est quoi? Il reprend en fait ce qu'on appelle le moteur, c'est-à-dire que les guitares lag qui ont été donc acoustiques, qui ont été designées par Gérard Garnier, lui, il revoit vraiment tout ce qui est mécanique et tous les process industriels par chaque poste. Il dit voilà, ça va pas, il faut le faire autrement. La finition vernis, on va passer de 12 jours à 2 jours. Donc c'est intéressant, il est pas parti from scratch, il a pris des modèles déjà existants qu'il a améliorés, c'est ça? Voilà, complètement. Et c'est pas que les modèles. Effectivement, il a apporté des améliorations sur certains modèles, mais c'est aussi toute la production par poste de travail. Pour optimiser, pour la qualité. Justement, là, on parlait de l'accordeur de la Taylor qui était pas terrible. Ça peut être aussi dû à un sillet qui est mal plan, enfin qui est pas assez plan. Donc, c'est plein de petits détails qu'il a pu revoir et qui, au bout du compte, fait que la guitare va exploser au niveau qualité. Donc là, attendez-vous aux prochaines guitares lag qui vont être top. Les lag époque Michel Echevarria, dont je te demanderai d'ailleurs des nouvelles si tu en as. On en a pas. On n'a pas de nouvelles. C'était le bordel. Bien sûr, le déménagement de Bédarieux. Ça a beaucoup réagi sur les forums de fanzine. Les gens savaient pas trop. Ça a pris une tournure un peu dramatique. Parce que Michel Echevarria qui s'occupait avant de... Non, c'est Chavaria tout court. Chavaria, pardon. C'est pas Michel Echevarria qui est un chanteur. Pardon. Visiblement, enfin, je connais pas le détail. Visiblement, ça s'est passé de façon assez dramatique entre Lag et lui. Donc, je suis incapable de juger là-dessus. Mais oui, on n'a aucune nouvelle de Michel. Moi, j'ai essayé de le contacter. Aucune nouvelle. Il se murmure qu'il remonterait quelque chose. Ah ouais? Ah, je sais pas. J'ai ouï dire. Le truc qui est vrai en tout cas, c'est que Lag, c'était quand même du temps de Michel, c'était une marque qui était surtout guitare électrique. Voilà. Et en acoustique, moi, ils avaient sorti des trucs, mais bon, ça avait pas convaincu grand monde. Voilà. Et c'est vrai que Dupont, là-dessus, il sait faire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Lag. Pour moi, c'est la première fois où un grand groupe comme Algam met au cœur vraiment de son industrie, il a donné carte blanche à Maurice Dupont. Ouais. Donc pour moi, c'est quand même un pari, quand même réussi, déjà maintenant, et on verra, mais connaissant la qualité des instruments de Maurice, il est évident que ce savoir-faire, il va être suivi à la lettre. Mais du coup, lui, il trouve encore le temps de faire des... C'est difficile. Maurice, il fait beaucoup de choses, il est un peu comme moi, il sait jamais dire non, il se lance dans des projets, voilà. Donc, mais il y arrive, écoute. Ouais. Ok. Merci beaucoup Jacques pour ces. Merci à vous, c'était bien sympa. Et c'est pas fini, pas fini. On a une dernière petite séquence qui s'appelle Pour ne pas mourir audio et jingle. Écoutez, voir, lire, jouer. On va pas mourir audio quand même. Ces voix me rappellent quelque chose. Qui veut commencer, Esther? Oui. Allez. Écoute, c'est à toi. Ouais, je vais être un peu dans l'air du temps parce qu'on n'arrête pas de parler de relations franco-allemandes. Aria. Alors, je vais vous parler d'un documentaire d'Arte de 4 épisodes sur les relations, ces fameuses relations franco-allemandes, mais qui sont vues par le prisme de l'architecture. Ça s'appelle Paris-Berlin Destin croisé. C'est produit par Arte et les films de l'Odyssée. Donc ce sont 4 documentaires de 52 minutes qui retracent les relations historiques entre les deux capitales depuis le XVIIe siècle jusqu'à l'après-guerre, quasiment jusqu'à maintenant. Donc vous y voyez des vues aériennes des deux villes, des reconstitutions en 3D, des photos, des interviews d'architectes et de spécialistes de l'urbanisme français et allemand.
Et on voit comment les villes se sont transformées physiquement. Donc ça, c'est très intéressant pour ceux qui aiment l'histoire et l'histoire de l'architecture. Mais surtout, forcément, puisqu'on parle d'histoire, on n'échappe pas aux anecdotes qui sont savoureuses ou beaucoup plus sordides. On voit notamment comment Napoléon a volé le quadrige de la porte de Brandebourg et qu'il l'a ramené en France, qui pendant des années est resté dans les cartons et n'est jamais sorti, pour retourner ensuite en Allemagne. Donc ça fait un peu sourire. Mais on voit également comment à Berlin s'organisaient les classes sociales dans les immeubles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... personnellement, je ne connaissais pas. Et ça fait un peu froid dans le dos. Voilà, donc on voit aussi forcément comment se sont creusées les fameuses coulées Haussmann quand Paris a été complètement modifié par le Grand Baron. Voilà, donc je vous invite vraiment à voir ces 4 épisodes. Vous perdrez pas votre temps. C'est disponible cool. sur la boutique d'Arte et puis sur YouTube aussi. Ok, merci Esther. Donc on va faire du plus sérieux au moins sérieux. Ça a l'air très intéressant en tout cas son truc. Ouais, Esther. Moi je voulais juste dire, si vous n'êtes jamais allé à Berlin, allez-y. C'est une ville qui est détonnante. Quoi. Carrément. En plus, il y a le plus gros salon de la lutherie au monde là-bas. En plus. Mais d'ailleurs, c'est un truc que je vais te demander parce que nous on a halluciné sur le Francfort qui n'était pas passionnant cette année, enfin qui tombe en désuétude. Encore que c'est finalement presque sur les instruments classiques que ça se maintenait le plus. Pour la guitare de luthier, il y a le salon à Berlin. Est-ce que pour la guitare manufacturée, il y a un truc qui va émerger? Il y a des choses en projet? Parce que en fait, alors... Non, mais là, c'est très tôt pour en parler. Oui, et c'est très pas le sujet. Voilà. Mais en même temps, effectivement, je suis désolé. On va enfin proposer aux musiciens... Excuse-moi de poser des questions intéressantes. On va enfin proposer aux musiciens un salon de la guitare, mais pas que de la guitare de luthier. Toutes les guitares. D'accord. Ok. Ça, je peux pas en dire plus. D'accord. Ok, bah écoute, tu reviendras. Moi, je voulais parler d'un livre. Les produits luthiers. Putain, merde. Moi, je voulais vous parler d'un livre qui a déjà été évoqué dans nos colonnes par Will Zegal, qu'on embrasse, qu'on bisoute. Il s'agit de l'ouvrage Les Fous du son par Laurent Deville. Il y a déjà eu une news donc sur AF. Laurent Deville, c'est un mec plutôt vexant parce que c'est un musicien hors pair et éclectique qui fait du jazz et de l'électro. Il est gentil et intéressant. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir son interview sur AF faite par Will Zegal. D'ailleurs, je pense qu'il est fan parce que. Et en plus, il écrit bien, très bien même. Et donc, même si cette rubrique, on n'est pas censé parler de son et d'audio, je me permets quand même de vous présenter ce livre parce que oui, ça parle de son, mais pas du tout de manière chiante et technique. En fait, Laurent Deville a choisi de retracer les vies passionnantes et souvent extraordinaires des inventeurs dont on connaît parfois que le nom. Et l'histoire commence avec l'apparition de l'électricité et l'incontournable Edison, dont les traits de personnalité sont très bien décrits. C'est vraiment super rigolo. Puis moi, j'ai découvert un autre Edison. Il nous explique tout son rapport à la peine de mort. Le fait que Edison est à l'origine ce qu'on oublie de rappeler, l'inventeur de la chaise électrique. Oui. C'est vrai que ça parle du coup pas que d'audio. C'est ça qui est super intéressant. C'est vraiment passionnant. Et il dessine aussi les portraits de, entre autres, Cahill, donc avec son orgue électrique dont le son Gary Cahill. On va faire une blague de chaque fois. Avec son orgue électrique dont le son est diffusé sur un réseau câblé. Donc c'est vrai que ça peut paraître bizarre aujourd'hui parce qu'on a l'impression que de faire du son en direct c'est plus compliqué que de faire un disque ou quoi, mais en fait non, c'est vrai que le son, du moins de manière électrique, c'était d'abord en direct en fait. Donc c'est ça qui rappelle, c'est assez intéressant. Léon Térémin ou Térémine, et voilà, son fameux instrument du même nom. Il parle aussi de Bob Moog qui, comme tout le monde le sait, est l'inventeur de la Stratocaster. Et donc Deville termine avec les années 80 et l'apparition du numérique. Alors le livre est assez long, mais sincèrement il se dévore sans problème. Ça se bouffe. Ça se bouffe carrément. Comment il s'appelle, que je note? Alors les fous du son, Laurent Deville. Et tu peux lire aussi l'interview sur AF. Franchement, achetez le livre, achetez les disques, parce que c'est un mec qui est aussi passionnant dans ses bouquins, il écrit très bien, et en plus ce mec vraiment chiant est ultra sympathique. Il est pas mal de sa personne, j'espère vraiment qu'il pue des pieds, sans quoi il ne nous reste plus rien à nous les autres pour draguer les gonzesses. Mais les disques, c'est très intéressant parce que c'est un jazzman qui a eu d'ailleurs je crois les victoires de la musique une année, et il fait une fois un album jazz un peu traditionnel,
piano jazz et une fois un album avec un DJ, un truc beaucoup plus barré. Et il alterne comme ça. Enfin voilà, passionnant. Ouais, Excuse-moi de revoir. Pas de problème, je te couperai aussi pendant la tienne. Et donc je les conseille aux amoureux du son, mais pas que, car certains inventeurs ont eu vraiment des vies dignes des meilleurs romans, quoi. C'est incroyable. Ouais. Et donc il est disponible en version papier à 22,90 et version Kindle à 15,99. Et puis voilà, vous saurez ce que vous allez lire sur la plage cet été, quoi. Ouais, c'est cool. Je le recommande. Arnaud, tiens, justement. Tiens, je voulais dire, j'ai fait le jeu vidéo dont tu avais parlé l'autre fois là, Inside, et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Alors sans spoiler la fin, t'as kiffé ou pas? Ouais, non mais j'ai bien tout aimé, et effectivement la musique est très bien, l'ambiance est très bien, c'est vraiment un super plan, même pour ceux qui sont pas dingues de jeux vidéo, c'est pas un truc de hardcore gamer. Non, carrément. Et est-ce que t'es allé au Bois de Boulogne depuis? Non, ça j'ai pas fait, mais je compte bien le faire. Donc tu voulais nous parler de Safia Nolin. Safia Nolin, Chris de Calis, parce c'est une Québécoise de 25 ans. Alors attends. Tu veux que je mette le son, pas tout de suite ? Avant de lancer, voilà, c'est une Québécoise de 25 ans, et en fait, elle existe depuis un certain temps au Québec, mais ça a mis le temps pour arriver dans mes oreilles. Voilà. Non, elle est jeune, elle est super jeune. Attends, tu rigoles, elle a genre 18 ans, je crois, c'est incroyable. Ce qui est marrant, c'est que c'est une nana qui fait du guitare-voix, qui a une très jolie voix, qui fait des chansons mélancoliques. Et en fait, ce qui m'a intéressé là, c'est de découvrir donc ces chansons. C'est un peu, c'est de la musique dépressive un peu, mais de découvrir le projet. En fait, ces chansons que j'ai découvert d'elle, c'est des reprises, et c'est des reprises de grosses variétoches québécoises. Donc, lance l'extrait, vous allez voir. Allez. C'est normal, hein, le petit son début. Donc je laisse un peu, on va aller jusqu'au refrain, et puis après je vous ferai écouter l'original. Vous allez halluciner. Encore une autre nuit à mer, me chercher quelque chose à faire. Ça me prend pas moins pour me rappeler qu'hier au soir je me suis saoulée. Cet après-midi quand je me suis levée, assis devant ma machine à café, en train de me réveiller le passé. J'ai vu que t'étais pressé. J'ai de la misère au calvaire, j'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Portiez-moi, je me dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me dire, dans mes erreurs les plus pires, je veux pas connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises. Arnaud, j'ai besoin de toi. Voilà, alors bon, gros accent canadien, moi j'adore. J'adore les accents de toute façon. Mais alors voilà, ce qui est intéressant, voilà, je vous ai bien cassé les pattes. Là. Je me souviens, en fait, on l'a découvert, on écoutait une playlist sur une playlist, et en fait, d'un seul coup, vraiment, nos oreilles se sont dressées quand on a fait, mais c'est qui cette chanteuse là, incroyable. Voilà, et donc là, c'est une chanson qui s'appelle Calvaire, qui à la base était d'un groupe qui s'appelle La Chicane, et je vous fais écouter juste le refrain de La Chicane. Donc c'est la même chanson. J'ai de la misère au calvaire, j'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme la rage dans une cage. Alors tiens-moi, je m'en dévore le corps. Un garou un peu. Ouais, garou. Intermittent. Ouais, effectivement. C'est là où tu te rends compte du boulot, effectivement. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que toutes les chansons sont un peu comme ça, c'est-à-dire que je suis allé voir les originaux, et en plus elle a fait un truc très rigolo pour les clips sur YouTube. Elle a pris des versions live des artistes originaux et elle chante par-dessus en lip-sync. Ça donne un truc très bizarre. Et quand on entend les originaux, on se rend compte d'un truc, que c'est que l'arrangement c'est super important. Parce que quand on écoute les versions originales, c'est de la variétoche. Le texte, on se dit
ouais, franchement c'est facile, on a l'impression d'écouter, je sais pas, soit du Rock Voisine, soit du C. Jérôme, enfin des trucs un peu bateau quoi. Et puis quand c'est elle qui le chante avec le petit filet de voix et la petite guitare comme ça derrière, avec des beaux arrangements, ça ressemble plus à du Nick Drake et on se dit mais merde. Et le texte ressort, c'est-à-dire que tout à coup il gagne en profondeur et on se dit voilà, de l'importance de l'interprétation, de l'importance de l'arrangement. Et ça m'a vraiment frappé. Puis sa voix aussi, c'est vrai quand même. Ouais, elle a un truc. En plus, elle a l'air assez excellente parce que j'avais vu elle a tweeté un truc. Alors je crois que bon, elle est lesbienne et elle avait tweeté un truc genre ouais, Stromae. Franchement, je crois que je suis lesbienne, mais j'ai envie de te sucer la bite, quoi, tu vois. La meuf, elle tweet ça, tu sais, genre en mode rien à battre, elle a l'air excellente, quoi. Mais tu crois qu'elle pourrait reprendre le petit bonhomme en mousse et que ça voudrait finalement... Je suis curieux de voir. Il y a un truc qui est clair, en tout cas, c'est que si vous faites une soirée chez vous, vous savez pas comment virer les gens, vous mettez ça, et à mon avis, tout le monde se casse vite fait. Voilà. Safia Nolin. Ou Nolin, je sais pas. Nolin ou Nolin. Ouais, c'est un EP, hein, c'est ça. Ouais, c'est un EP de reprise, mais elle avait je crois qu'il y avait un disque avant, parce qu'elle compose aussi. Hein. Voilà. D'accord. Salman, c'est à toi. Ouais, et bah écoutez, aujourd'hui, je vous emmène dans un univers parallèle, celui du YouTube Poop. Non mais je suis pas Google, quoi. Bonjour Mélanie. Oui. Ça va bien? Le Pas-de-Calais. Vous êtes là pour la première fois? Moi, je suis scripteur. Qui joue au basket alors ou au volley? Je suis employé commercial. Vous venez d'où? C'est très très impressionnant. Nouveauté. N-O-U-E-A-U-V-E-A-U-T-E-R-A-L N-O-U-V-A-G-I-S-T-R-O-Q-U-E-T-R-O-U-T-E-A-U. Soraya, c'est à vous de jouer. Bonne chance. Voici un M. M. I. N. Voici un M. Voilà, alors là, normalement, vous êtes en train de vous dire, vous questionnez, mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Oui, c'est d'une connerie monumentale, mais on confie nos génies là. Alors en fait, qu'est-ce que c'est le YouTube Poop? C'est un type de vidéo apparu sur YouTube autour de 2004 et qui détourne de façon absurde du contenu audiovisuel de la culture populaire. Donc voilà, Bob l'éponge, Pokémon, la vie politique, les émissions de télé, le YouTube Poop s'empare de notre quotidien et insuffle un peu de folie à des univers très polissés. Alors le détournement est sonore, visuel, vous avez vu, il y a des sautes de volume, c'est n'importe quoi, ça te surprend, il y a des cuts sans cesse, des éléments visuels ou audio en boucle, on mélange les mots, on incruste des effets, des explosions. Bref, le contenu original, il est littéralement saccagé, violenté, jusqu'à ce qu'il revête en fait les apparats de l'art en fait, rien que ça. Il y a un peu de génie dans ces détournements parce qu'il transforme complètement le réel. C'est absurde, c'est drôle, c'est parfois poétique, c'est méchant, c'est souvent vulgaire, mais c'est surtout bon. En plus, il y a une belle scène française de YouTube Poop avec ses propres lubies et notamment une passion dévorante pour un certain Julien Lepers. Et vous savez pourquoi Jésus crie? Parce que Julien Lepers. Alors, les mains sur le sexe. Mais donnez-moi ce méridien. Méridien, également appelé méridien. François. Le méridien. Bien joué, bonne réponse, d'accord. Dans quelle ville portuaire du sexe anal le musée Théodore Monod? Oui, Patrick. Cacar, très bien. Ça, c'est bon. Dans quelle ville portuaire du Sénégal, le musée Théodore Monod consacré à l'art africain est-il installé? Caca, le Sénégal. Le 19 octobre 1206, j'ai bien dit le roi. François. La circoncision. Bien joué. Alors là. Quoi? Circoncision, d'accord. Le 19 octobre 1206, dans quel pays, Paul Naref? Michel Polnareff. François. Bien joué pour François. Nous venons d'évoquer la bus de Paul Naref. Il y a combien d'années aujourd'hui que cet événement est survenu? Les autres tout de suite là, Cindy. 9. Bien joué. C'est pour Cindy. Bravo. Alors maintenant, écoutez bien ceci.
Ça, c'est bon. Depuis que je suis... Ça, c'est bon. Ouais. C'est vrai parce que c'est complètement con. Là, c'est vrai que c'est pipi caca celui-là. Non mais tu peux pas t'empêcher de rire. Mais alors c'est ça. encore mieux parce que là, bon, vous l'écoutez, voyez les vidéos parce Il qu'on faut se rend regarder compte absolument. encore plus de la dimension du montage et puis on voit les références où ils sont allés choper les émissions. Bon après c'est très c'est dada, c'est surréaliste. Complètement. L'esthétique du collage c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans l'art. sûr, oui. C'était pratiqué dans la littérature. Lautréamont c'est ça notamment. C'était pratiqué en peinture. Là on retrouve ça sur YouTube. C'est assez génial. Et c'est donc le YouTube Poop, YouTube Poop P-O-O-P. Du caca. en anglais. Ouais, c'est le caca. Ouais. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup Salman. Bah voilà, on espère que ce podcast vous a plu. Il est disponible sur AF, sur Audiofanzine, sur YouTube, sur SoundCloud et sur iTunes. Voilà. Merci à Audio Technica pour le prêt du matériel. Nos micros c'est des BP40, AT4040 et nos casques des ATH M30X. Oui Salman. Et vraiment, allez commenter sous iTunes. On va vous mettre le lien dans la vidéo. Que vous ayez aimé ou pas, mettez des étoiles. Ça va permettre à plein de gens de découvrir aussi le podcast. C'est important, on compte sur vous. Carrément. Non, puis là, l'équipe, elle est vraiment très bonne, donc bravo les gars. Merci à toi, bravo. merci à toi. Mais toi aussi, t'es très bonne. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos compos ou des messages, tout simplement à lpdlp@audiofanzine.net, lpdlp donc comme les pieds dans le patch @audiofanzine.net. On vous dit à dans un peu moins d'un mois du coup parce qu'on va rattraper un peu notre retard. On va essayer de rattraper le retard. Voilà, vu que là on avait un petit peu de retard, on va le rattraper un petit peu. A priori, ce sera aux alentours du 7 juin à peu près. Voilà. Il y aura un podcast début juin quoi. Ouais, voilà, début juin. Voilà. Et puis on vous dit à très bientôt. On fait des bisous. Ciao ciao. Bisous. Bye bye. Bye bye.